Yo la team, j'espère que tout le monde va bien. On est en bonne compagnie ce soir. On est avec Artem et Lilian. Artem et Lilian, présentez-vous très succinctement pour ceux qui ne vous connaissent pas. Ça va commencer par Artem. Bonjour tout le monde, merci à tous ceux qui nous regardent. Pour faire très simple, je suis cofondateur de Hawk Invest de base et aujourd'hui cofondateur de Hawk Research, quelque chose qu'on a lancé avec Lilian qui prend ses origines chez Hawk Invest mais qui est quelque chose de complètement nouveau. Je pense qu'on va en reparler un tout petit peu plus tard, donc voilà. Ok, et toi Lilian du coup? Bonjour tout le monde. Et moi, ancien journaliste pour Cryptost, je suis déjà passé plusieurs fois sur cette chaîne. Et voilà, depuis plusieurs mois, on bosse avec Artem sur un autre projet qui est sorti cette semaine, qui s'appelle Hawk Research, plateforme voilà d'intelligence de marché, etc. On en reparlera évidemment, mais voilà. Ok, superbe. Donc Hawk et Hawkbiz, Artem et Lilian, effectivement, on en parlera dans une seconde partie. J'ai envie, pour commencer pour cette émission, qu'on parle de marché, de spéculation, de moula, parce que on a tendance à beaucoup parler de data, de fonda, etc., etc. Les gens aussi, ils ont envie de rigoler, d'apprendre des trucs, peut-être de gagner des sous, de se mettre dans les crypto-monnaies. Donc je vais commencer par une question très simple. Quelle est la taille... Non, je rigole. Quels sont vos bagues? Quels sont vos bagues, messieurs? Artem, tu veux y aller Ouais, je vais commencer, ce sera plus simple. Je suis un peu un grand-père de la crypto pendant ce cycle-là, je pense. Moi, les plus gros bagues, c'est Bitcoin, Ether, Solana et l'écosystème Atom. L'écosystème Atom, il y a du Atom, de Celestia, de Osmosis, toutes les choses là. Les gars, je suis désolé, c'est mon bruit de cloche là. J'habite à côté d'une église et là, apparemment, ils ont décidé de mettre un bordel et je suis désolé. Donc je me Ouais, mute quand parce je que parle pas. ça sonne à 19h, ouais, c'est pour ça. Ouais, et donc T'inquiète. voilà. Ça Je suis un sonne peu un depuis grand-père de la 19h, ça fait 10 minutes. Ça fait 10 minutes, c'est l'enfer. Vas-y, Ça remets-toi va dedans, du s'arrêter. coup. Ouais, donc ça, ce sont mes bagues. Ensuite, évidemment, je regarde un peu tout ce qui se passe à côté, mais ensuite, en termes de pourcentage de portefeuille, tu vas avoir quand même cette dominance-là de ces écosystèmes-là. Ensuite, si on parle des petits trucs, tu as forcément du Memcoin aujourd'hui, j'ai du AAV, j'ai quelques dinosaures de la DeFi, mais on va dire que je suis principalement resté sur l'infra, donc des L1, L2, et puis ouais, globalement, c'est ça pour moi. Ok. Alors, beaucoup de BTC, Ethereum, machin, et après un peu d'alt que tu as cité, j'imagine. Ouais, en fait, je dirais que Bitcoin et Ether, c'est à peu près au même niveau. Ensuite, à peu près la moitié de chaque bague, c'est du Solana. Et ensuite, je dirais 70% de ce que j'ai en Solana, je dois l'avoir en Atom. Même si avant, Atom représentait à peu près la moitié de mon bag en Ether. Depuis, on est bien allé loin. Donc ouais. Ok, ça marche. Et toi, Lilian, du coup? Moi, j'ai un bag. En fait, j'ai un bag qui a changé récemment. C'est-à-dire que jusqu'à juin à peu près, j'avais que de l'Ether, grosso modo. Enfin, en fait, j'ai du Bitcoin. C'est-à-dire j'ai un wallet que je touche pas. Alors j'accumule. Et lui, je vendrai. Enfin, j'ai pas prévu de vendre là dans les prochains mois, dans les prochaines années. Du coup, je le compte pas, mon bac de Bitcoin. Par contre, j'avais rota, je sais pas, il y a 1 an et demi, mes Bitcoins en Ether en me disant Ether va superformer Bitcoin. Grossière erreur de ma part, puisque bah, c'est tout l'inverse qui s'est passé. Mais j'ai hold mes Ethers et ensuite là, il y a 6 mois, enfin en juin, pardon, j'ai commencé à me diversifier. On reparlera de ça, mais moi, j'étais un peu de base un peu frileux sur les mêmes coins. Et je me suis dit, pour plein de raisons, j'ai dit un peu les raisons qui font que les mêmes coins perf et tout. Et du coup, j'ai rota en mai une grosse partie de mon bag, c'est-à-dire plus de la moitié en Dodge, voilà, clairement. Ok. Parce que le prix était aux alentours des 9-10 centimes au moment où je l'ai fait, parce que la TH était à 70, parce que Dogecoin, c'est le Bitcoin des mêmes coins, si tu veux. Donc voilà, j'ai fait ça. Et là, depuis un mois, j'ai rota une autre partie de mes Ethers en prévision d'une potentielle alt season sur quelques alts qui sont grosso modo AAV, Sol et quelques trucs d'interopérabilité, donc du wormhole, layer 0, etc. Ok. En gros, beaucoup d'infra, mais beaucoup d'infra et voilà. Ok, très bien. Bon, je vais répondre du coup peut-être à la question. Moi, je suis toujours bien dilué. Faut savoir que je trade très 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 peu, donc il y a très peu d'écriture comptable entre parenthèses parce que je suis au Luxembourg. Et du coup, bon bah il y a un peu de BTC, mais pas énorme en vrai.
pas assez. De l'Ether évidemment, du Sol évidemment. Beaucoup de jetons sur différents types de pré-sale, des trucs qui sont pas sortis que je vais pas citer du coup. Mais dans ce que j'ai déjà communiqué, tu vois, il va y avoir du Privacy, il y a du Peak Network, il y a du Nyan Heroes, de trucs qui ont moins bien marché. J'ai aussi pas mal de capital qui est sur de l'actionnariat Carbonable, que vous connaissez peut-être, un projet dans l'écosystème Starknet. Voilà, donc en fait, pivoté, non parce qu'ils étaient pas sur Starknet de base de mémoire. Ouais, à la base, c'était plutôt Cosmos Juno et très rapidement, ils ont pivoté Starknet. Ah ouais. Mais en fait, ils ont toujours suivi le lead de Abdel sur la partie technique. Et puis Abdel, Ouais. du coup, lui-même est passé de Cosmos à Starknet et ils sont restés Starknet pour de multiples raisons, notamment le fait qu'il y a un petit peu de ground qui tombe, déjà d'une part, qu'il y a un sous-jacent technologique qui est intéressant. Et ça leur permet aussi de faire des développements adaptés à ce qu'ils souhaitent faire. Et donc voilà, ils sont encore en étape de levée. Ils ont fait 2 levées, je crois qu'ils attaquent une 3e. Donc pas pressé, entre parenthèses, pour de multiples raisons. Le timing de marché joue d'une part, mais il y a aussi le fait qu'il faut générer des revenus, etc. Donc voilà, je suis sur pas mal de trucs. Et pourquoi je vous parle de ça aussi ? C'est parce que tu vois, quand tu es en France, t'as pas d'histoire d'impôt quand tu fais du crypto to crypto. C'est vraiment quand tu vends ta crypto contre de l'euro que là, il y a un taux d'imposition. Et on peut critiquer la France sur ça, mais d'un autre côté, tu as quand même ce luxe en tant que Français de pouvoir très rapidement rotate tes capitaux et seulement vendre à la fin et payer ton impôt à la fin. Alors que quand tu rentres dans cette logique où tu dois hold 6 mois pour le Luxembourg ou 1 an pour l'Allemagne et d'autres pays, et ben en fait, des fois, t'es un petit peu... tu laisses ton bac fondre comme un con en disant, bon, de toute façon, ça va repartir ou machin, comme tes premières années en crypto. Et si c'était à refaire, et ben je crois que je préfère la structure fiscale française que la luxembourgeoise, de ce point de vue. Ouais, je suis pas complètement d'accord, parce que déjà, je pense que là, en France, ça va changer dans les années qui viennent. Parce qu'on voit que en fait, la crypto, la flat tax, en général, sur les investissements, ça bouge beaucoup. Et ensuite, tu as quand même le côté où si tu veux sortir, tu peux te mettre en stablecoin. Et à la limite, si par exemple, tes stablecoins, tu les mets en collatéral, tu vends du stable ensuite contre de l'euro, et ensuite tu rembourses ton prêt avec les stablecoins qui sont en collatéral. En soi, je crois que tu n'es pas imposé au Luxembourg sur ce genre de choses. Après, je connaissais pas cette technique. Faudrait voir, mais en tout cas, je pense que ça, c'est un truc que tu peux faire, et tu ne seras imposé uniquement, je pense, que lorsque tu rembourses ton prêt. Enfin, de toute façon, ça, il faut le voir, mais je pense que ça peut être un move à faire dans les années qui viennent par rapport à ça. Donc, tu mets ta crypto en collatéral, donc tu peux mettre du stablecoin ou des alt ou du bitcoin ou de l'ether, peu importe, en collatéral. Tu empruntes du stablecoin, ce qui en fait, c'est, je parle surtout pour les gens qui, par exemple, ne veulent pas vendre forcément leur crypto, qui pensent que la crypto va continuer à monter. Et donc, pour ne pas être imposé, ça dépend du pays où vous êtes, encore une fois, mais emprunter du stable en collatéral, ça vous permet de ne pas vendre la crypto, ça vous permet de récupérer des euros sur votre compte. Et lorsque vous estimez que la crypto est à un niveau acceptable, vous pouvez rembourser votre prêt avec votre collatéral, en fait. Permet de le faire directement. Ok, Après, il y a un autre levier de risque aussi, c'est qu'il faut pouvoir rembourser. Mais je vois ce que tu veux dire, ok, intéressant. Non, mais après, si tu rembourses avec du collatéral, comme dans tous les cas, ton prêt est surcollatéralisé. Imaginons le Bitcoin, tu l'as mis en collatéral quand il était à 50K. Imaginons le Bitcoin va à 100K et tu te dis, à 100K, j'ai envie de vendre du Bitcoin, mais j'ai besoin de l'argent maintenant. Tu vas emprunter 10K. Ton Bitcoin que tu as mis en collatéral, il ne représente plus 50K, mais 100K. Et donc, tu vas vendre 0,1 Bitcoin pour ton collatéral pour rembourser ton prêt. Mais enfin, voilà, encore une fois, c'est une des techniques. C'est un peu bourbier aussi. Ouais, je vois ce que tu dis. Ok, c'est intéressant. Ça marche quand ça monte, quoi. Ça marche mais ça, c'est pour les mecs qui croient que ça va monter. Dans tous les cas, il faut faire attention à la liquidation par la suite. Ouais, bien sûr. Ça me fait un peu flipper. Mais c'est un jour la crypto sans levier, en fait. Ouais. Et d'ailleurs, parenthèse, mais j'avais découvert un outil qui était assez intéressant pour faire ça. Enfin, pas pour faire ça, mais pour suivre tout. C'est pas de la sponsor, ils ont pas de token, donc voilà, ne me tapez pas dessus. Ça s'appelle DeFi Saver. Et je sais pas si vous connaissez, c'est un espèce d'outil d'OG, genre ça avait vraiment énormément fonctionné en 2021. Et puis bref, ça existe toujours. Et en fait, ça te permet, alors par exemple, imagine Artem, ça fait 6 mois qu'il a son emprunt sur AAV, etc. Et il se rend compte qu'il paye trop cher et qu'il payerait moins cher sur Morpho, par exemple. Tu peux, en un clic, virer ton prêt sur Morpho parce qu'ils ont des mécanismes qui font que... c'est assez utile. Là-dessus, moi aussi, je suis un dinosaure. Moi, je fais confiance à AAV qui ne se sont pas fait hacker jusque-là. Si j'ai envie de déposer des grosses sommes, tu le déposes sur AAV, tu regardes. J'ai la même technique que Justin Sun. Donc, mais DeFi Saver, ce qui est intéressant, et après, je pense...
J'ai envie de parler d'un sujet après, mais juste pour finir sur cette parenthèse Mhm. sur AAV, il y a énormément de protocoles de prêt et d'emprunt qui se lancent. Et aujourd'hui, par exemple, si vous avez un prêt qui est ouvert sur AAV, ça veut dire que vous avez du collatéral, vous avez emprunté du stable, par exemple, donc vous avez mis de l'Ether ou du Bitcoin en collatéral, vous empruntez du stable. Si aujourd'hui vous voulez rebalancer ce prêt-là sur un autre protocole, théoriquement, ce qu'il faudrait que vous fassiez, c'est que vous remboursiez d'abord votre prêt. Donc, soit vous le remboursez avec ce que vous avez à côté, soit avec le collatéral, ce qui fait que vous devez vendre votre collatéral, ce qui fait que vous ne pouvez pas reprendre la même position ensuite sur les autres protocoles. DeFi Saver, en fait, et c'est là que c'est ultra smart, en fait, ce qu'ils vont faire, c'est que ça va être un flash loan. Le flash loan, ça consiste en quoi? C'est un prêt sans collatéral qui est remboursé dans le même bloc dans lequel la transaction est exécutée. Donc, imaginons, encore une fois, on va reprendre, vous avez un WBTC ou vous avez un CBBTC en collatéral sur AAV. Vous avez emprunté 10 000 USDT sur AAV. Ce qui va faire DeFi Saver, c'est qu'il va rembourser votre prêt avec 10 000 $. Il va il va retirer le collatéral de Bitcoin. Il va rebalancer le collatéral sur l'autre protocole. Et il va reprendre la position de 10 000 $. Ces 10 000 $ vont servir à rembourser le flash loan. Et donc, vous allez être rebalancé sur un autre protocole. Donc, en fait, c'est super intéressant. Ouais. Et Pas très simple, hein, pas très simple hein, quand tu. Non, mais surtout, le gros avantage, c'est que si toi tu le fais, tu fais 10 transacts, tu payes énormément de frais, surtout si tu es sur Ethereum. Là, l'avantage, c'est comme ils te le package dans une seule transac, tu réduis énormément tes frais, tu réduis les risques de volatilité le temps que tu fasses ton truc et tout. Et surtout, si ça ne s'exécute pas proprement, la transaction est annulée. Donc, en fait, tu risques pas de perdre ton argent, techniquement. Alors, moi, je voulais juste répondre à un mec sur papier. Ouais, c'était un mec qui disait bearish sur Ether quand je parlais de Rotas et Bag. Moi, justement, c'est moi, je suis pas d'accord avec ça. C'est-à-dire que on allait y venir. En gros, quand je dis je vends mes Ethers pour acheter autre chose, c'est qu'en fait, justement, genre de base, je m'étais dit, en gros, ma safe place pendant le bear, c'est grosso modo Bitcoin. Et en vérité, même si aujourd'hui on se rend compte que Ether sous-performe le marché, la vérité c'est que pendant le bear, c'était plutôt ok. Genre ça se maintenait quand même plutôt bien, franchement. C'était très vite remonté aux alentours des 1400 $, et ça se maintenait autour de ça. Donc pendant la très courte période de bear, ça allait. Ce fait que du coup, moi j'avais mes Ethers comme ça et je m'étais dit, quand je veux me positionner sur le marché, donc c'est-à-dire sur les alts, quand je sens qu'il y a un feeling dessus, c'est-à-dire inversement de tendance sur la Bitcoin dominance, etc., je commence à me positionner. Naturellement, je vais pas injecter des nouveaux capitaux, ils sont sur Ether. Donc je vends mes Ethers, mais ça veut pas dire que je suis bearish sur Ether parce que en plus, je suis et je serai toujours bullish sur Ether. Donc non, ça veut pas dire ça pour le coup. Ouais, je vois ce que tu dis. Bon, disons que t'es passé de méga bullish Ether à juste bullish Ether parce que tu as quand même. Je suis passé à, en vrai, j'ai pas envie d'avoir que de l'Ether dans mon wallet. S'il y a une alt season qui se prépare, j'ai envie d'être exposé. Donc naturellement, je suis obligé de vendre des Ethers pour m'exposer. Voilà. Ça marche. Alors, du coup, je voulais parler d'Ether. Toi aussi, Artem. Ouais, vas-y, fais-toi plaisir. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que Ether est en train de traverser exactement la même période que Cosmos et Atom en ce moment? Alors, j'ai du mal à les comparer. En fait, pourquoi est-ce que je dis ça? Et c'est un peu un débat éternel. Tous ceux qui hold du Atom, ils détestent la chart de Atom, ils détestent le price action de Atom depuis des années. Donc, globalement, tout le monde dit ah, mais regarde, Atom sous-performe tout le marché, etc. C'est aussi le cas d'Ether aujourd'hui. Quand tu regardes niveau innovation, donc purement technique, technologique, etc., Atom, c'est incroyable, ça a permis à d'autres blockchains d'exister, ça a permis quand même la création de Eigenlayer, enfin, ça prend quand même ses racines dans la création de Terra Luna aussi, quand même. Rappelons-le, merci à eux. Oh, mais Terra Luna c'était incroyable. Terra Luna, c'est incroyable sur papier. C'est vrai. Mais tu regardes, et pareil, bon, voilà. Donc, tu as toutes ces choses-là, tu as le FUD constant autour de l'Ether, tu as quand même l'innovation technologique qui provient énormément d'Ethereum pour les L2, pour les autres blockchains qu'il y a autour. Au final, tout le monde FUD Ethereum en continu, et tout le monde dit, en fait, regardez la chart BTC Ether, regardez la chart Sol Ether, il se passe rien sur Ether, c'est trop cher, c'est trop nul. C'est les mêmes arguments qu'on sort pour Atom aujourd'hui. Donc, en fait, moi, encore une fois, cette comparaison, ça ne veut pas dire que Ether va traverser le même désert que Atom aujourd'hui, mais je trouve qu'on a quand même, côté tech, exactement les mêmes discussions sur les deux. Alors, moi, j'ai du mal à les comparer. Très simple. Pourquoi ? Parce que Atom n'a jamais été numéro 2. Atom n'a que rarement su performer Bitcoin par rapport à Ether. Atom
n'est pas une plateforme de smart contract nativement. Et Atom n'a jamais eu de cycle haussier, à part quand toutes les altes ont pété. Autrement, Atom, ça a été déception du début à la fin côté price action. Et de par tous ces éléments-là, moi, j'ai du mal. Alors, je ne les comparais pas à ce niveau-là, je les comparais au niveau de la discussion que tu vois sur les réseaux et le sentiment du public par rapport aux deux tokens. Et au fait que, niveau technique, les deux sont quand même assez intéressants. Maintenant, oui, évidemment, Ether, ce n'est pas du tout la même narrative. Et surtout, Ether, ce qu'il faut prendre en compte maintenant dans la discussion, c'est il y a les ETF, en fait, sur Ether aussi. Donc, en fait, on a la partie, la porte d'entrée des institutionnels. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde ne jure que par du Bitcoin, certes. Mais lorsque le Bitcoin va aller à 100 ou 150K, par exemple, justement, t'as oublié le plus important, Atom n'a pas d'ETF. Oui, évidemment. Ouais. C'est ce que je viens de préciser. Mais en tout cas, ce que moi, je verrais comme une narrative bullish pour Ether, c'est que le Bitcoin est monté tellement haut que même les institutionnels commencent à pivoter vers l'Ether qui a tout sous-performé pendant ce temps-là. Ouais. Donc c'est pour moi, l'une des choses qui peut sortir Ether de là où il est aujourd'hui. Ensuite, dans l'écosystème crypto, à part cet espoir que que tout le monde va rotate vers Ether, je ne vois pas de narrative bullish pour Ether. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Non mais mec, alors attends, moi je vais répondre à ta première question d'abord. En vrai, là, la situation actuelle, pour moi, comment je la vois, qui est défendue, et d'ailleurs, le dernier live qu'on a fait ensemble, Capet, c'était exactement ça. On parlait d'Ethereum, on avait un peu l'impression d'être les seuls à défendre Ethereum. Bon, 6 mois après, on n'a toujours pas eu raison. Il y avait le restaking, ouais. Il y avait tout ça, il y avait la mise à jour avec les blobs, d'ailleurs, dont on avait beaucoup parlé à l'époque. Pour moi, là, actuellement, on a deux situations. C'est-à-dire qu'on a les Bitcoin maximalistes qui sont ultra heureux. Pourquoi? Parce que pour l'instant, tu regardes la dominance de Bitcoin, tu regardes Bitcoin vis-à-vis de tout le reste des altcoins, c'est une surperformance. C'est Bitcoin qui performe, mais c'est normal, les gars, vous regardez tous les précédents cycles, il y a toujours surperformance de Bitcoin, et après, ça ruisselle sur les autres altcoins. Donc d'un côté, tu as les Bitcoin maximalistes, et de l'autre, tu as tous les mecs qui sont fans de Solana, etc., qui ont toujours voulu voir Bitcoin tomber, Ethereum tomber, pardon, ou en tout cas se voir remplacer, etc. Et en ce moment, on leur donne raison d'un point de vue price action, parce que Solana a surperformé Bitcoin, a surperformé Ethereum, et a surperformé le top 100 des cryptos, grosso modo, aujourd'hui, dans les cryptos les plus sérieuses. Donc, tu as ça d'un côté, tu vois, tu as un peu tout ce FUD qui fait que toi, tu es en train de te dire, mec, je hold du Bitcoin, j'ai l'impression que partout, je vois que c'est de l'Ether, j'ai l'impression que partout, je vois que c'est négatif pour Ethereum. Pourtant, après, si tu regardes d'un autre point de vue, et là, je rejoins un petit peu Artem dans sa comparaison avec Cosmos, c'est que Cosmos, on prenait l'exemple de Terra Luna tout à l'heure, Terra Luna, ça a été une top chain qui est build sur Cosmos. Quel a été le problème? C'est que, on l'a dit, Atom a zéro bénéficié du succès de Luna. Alors que Luna était rentré top 10 des cryptos, l'UST était troisième plus gros stablecoin, pardon. Cosmos et Atom, d'un point de vue marché, n'en ont absolument pas bénéficié. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas assez de mécanismes qui font que, grosso modo, tu builds une chain qui devient top chain dans le marché, elle ne reward pas assez Cosmos. Et sur Ethereum, c'est exactement la même chose qui est en train de se faire ressentir, c'est que tu as des L2 qui build sur Ethereum, qui récupèrent entre guillemets une certaine partie des users d'Ethereum et qui rewardent pas assez Ethereum. C'est-à-dire depuis la mise à jour, le IP qui introduit les blobs, en gros, pourquoi est-ce que vous en tant qu'utilisateur, vous payez beaucoup moins de frais sur Ethereum? C'est parce que sur les layers 2 d'Ethereum, pardon, c'est parce que elles ne payent plus de frais à Ethereum pour l'utiliser. Et en plus, elles se font un peu toutes limite des accords entre elles, des espèces de trucs pour dire, les gars, on va pas faire passer plus haut que prévu le prix des blobs, comme ça, nous, on continue à sous-payer. Tu regardes Base, ils font des millions de dollars par jour de revenus et ils distribuent 4,50 € à Ethereum tous les jours pour les utiliser. C'est aberrant. Et donc, c'est ce truc-là qui fait que pour l'instant, les L2 drainent l'activité d'Ethereum, drainent les revenus d'Ethereum et drainent aussi l'intérêt des gens pour Ethereum. Et c'est pour ces raisons-là, moi, que je pense que du coup, on va avoir du mal pour l'instant à avoir une surperformance de marché sur Ethereum parce que les gens ont les yeux rivés sur autre chose et les gens s'intéressent à et c'est pour ça que la narrative de Solana est belle. C'est monolithique, tout est sur Solana, il n'y a pas de... C'est intégré. Voilà. Alors après, oui, c'est que Solana, il y a de l'activité on-chain énorme et que ça fait des frais pour les validateurs. Enfin,
disons que Solana, c'est le time to shine. Le signal qu'il faut écouter, on en a parlé avec Abdel dans mon live d'hier, et tu répètes de façon un petit peu différente ce qui va se passer. Ce qui serait bullish pour Ether finalement, c'est qu'il y ait une énorme activité sur les L2 à un tel point que les L2 commencent à devoir surpayer le marché des blobs, et donc on commence à burn de l'Ether pour que l'Ether redevienne de nouveau déflationniste, et qu'on commence à envoyer le signal de bon, bah, la masse monétaire d'Ether, elle va se réduire de par le burn. Donc, rappel pour ceux qui n'ont pas écouté. En fait, le contexte, c'est que avant la mise à jour Duncan de mars 2024, Ether, quand il y avait énormément d'activité, il y avait une partie des Ethers consommés qui étaient brûlés, c'est-à-dire détruits de la masse monétaire. Ensuite, on a ajouté un nouveau marché qui s'appelle le marché des blobs, qui est un marché qui est dédié uniquement aux roll-up. Et en gros, les roll-up peuvent poster des données éphémères là-bas. Donc, on va dire que il y a un certain espace par bloc qui est alloué à ces roll-up. Mais si les roll-up veulent prendre la priorité les uns sur les autres, eh bien, on retourne dans cette logique d'enchère, et il y a une partie des Ethers qui sont brûlés. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. C'est arrivé il y a quelques jours, très vite fait. Mais sinon, le reste du temps, en gros, ça reste blanc. Moi, j'avais étudié un papier de recherche de quelqu'un qui s'était attardé sur ce mécanisme-là et sur comment aujourd'hui les layers 2 font pour éviter que on dépasse finalement effectivement donc les remplissages des blocs et qu'on switch dans un schéma où ils recommencent à payer cher. Pour vous dire, hein, juste parenthèse, mais Ethereum a divisé par 10 ses revenus depuis cette mise à jour. Hein. On parle vraiment pour les layers 2 d'une économie énorme. Et en fait, si vous voulez, le mécanisme qui est mis en place, c'est que tu as des blockchains comme Base, par exemple, qui vont en gros trouver aussi un petit peu des accords avec d'autres blockchains pour que en période de grosse activité, en fait, ils répartissent uniformément. Et puis, enfin, voilà, en gros, il y a des histoires et eux, ils devent aussi des algos en interne pour faire en sorte que toi, quand tu fais ta transac, et ben en gros, ils vont la répartir uniformément pour éviter les gros pics, en fait. Bref, c'est que des schémas comme ça. Et du coup, Abdel, je pense j'irai regarder ce qu'il a dit, il devait avoir un truc intéressant, c'est que Starknet évite de mettre ça en place. Starknet, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça, il joue le jeu bah les gars, on va respecter les règles à un moment donné parce que pour notre pour que nous, dans la durée, on puisse continuer à vivre, on a besoin d'Ethereum. Mais si on commence à essayer de jouer dans le dos d'Ethereum, à faire les trucs à l'envers, à un moment donné, ça va se retourner contre nous. Et t'as des blockchains qui jouent le jeu. T'en as qui jouent moins le jeu. Et Base en fait partie, tu vois, ils jouent moins le jeu. Voilà. Donc, mais c'est super intéressant. Mais en fait, c'est un peu ce qu'on disait aussi. C'est pour ça que quand on avait écrit notre dossier avec Hawk encore à l'époque sur l'alignement avec Ethereum, on l'avait fait sponsor par Starkware, qui développe Starknet, parce que justement, c'est ceux qui sont le plus alignés avec la vision Ethereum long terme. C'est aussi ceux qui contribuent à la recherche Ethereum. Et en fait, tu vois, Starknet aujourd'hui, ils se font défoncer au niveau du prix. Et ils se font défoncer sur les réseaux encore parce que ils ont fait un airdrop aux devs, etc. Mais au final, quand tu regardes aujourd'hui, pour la vision long terme d'Ethereum, ce sont ceux qui essayent le plus d'œuvrer en faveur d'Ethereum. Donc, ils en font partie en tout cas. Ouais. Et je pense aussi cette question d'alignement va être de plus en plus sur la table parce qu'il y a beaucoup de blockchains qui sont revendiqués en tant qu'alignés avec Ethereum, alignés avec la vision long terme. Sauf que quand ils ont vu qu'ils pouvaient gagner beaucoup plus d'argent, beaucoup plus rapidement sans rien donner à Ethereum, ils s'en éloignent de plus en plus. Et ils disent de plus en plus, on verra à la prochaine mise à jour ou on verra quand on en aura besoin, sans réfléchir et sans contribuer réellement à ce que Ethereum se développe. Et du coup, il y a une question intéressante pour revenir un petit peu aux fondamentaux. Bah, du coup, pourquoi acheter de l'Ether ou des low-cap quand on peut spec sur des mêmes coins et du sol? Il avait publié un message avant qui est en vérité intéressant. Il dit, je trouve que vous allez beaucoup trop loin pour trouver des explications. Mon explication, c'est que c'est le casino. En fait, on va pas trop loin dans le sens où là, on pose des questions sur la vision, tu vois, de pourquoi est-ce qu'Ethereum a du mal, ainsi de suite. Bitcoin, c'est pas le casino. Bitcoin surperforme. Tu as plein d'actifs qui sont pas forcément le casino des mêmes coins et qui performent quand même. Sui, Aptos. Ok, il y a un focus même coin en ce moment, c'est intéressant. Très bien, genre il y a un vrai truc et tout. Mais il ne faut pas négliger qu'il y a une autre partie du marché. Maintenant, pour moi, ta comparaison, elle doit être revue juste un tout petit peu. C'est-à-dire que, pour moi, on met Bitcoin, on met Ether, on met Sol, on met AAV, etc. d'un côté parce que c'est des protocoles qui vont pas changer. C'est des protocoles qui ont prouvé qu'ils sont utiles. On peut parler de price action, on peut parler de pourquoi ils passent par un moment un peu plus compliqué. Maintenant, il y a le reste. Et le reste, pour moi, c'est effectivement, je suis d'accord avec ton constat aujourd'hui, je préfère investir dans des mêmes coins plutôt que d'investir dans un projet qui est jeune, qui vient de sortir une tech, qui est oversuivi par des VC, où en fait, tu te rends compte que tu rentres, il est déjà à des valorisations qui sont aberrantes alors qu'il n'y a rien derrière.
bah, je préfère aller sur un même coin. Donc dans ce sens-là, je rejoins son constat entre guillemets, tu vois. Et Polkadot dans tout ça, bah réponse très simple. Si le sous-jacent technologique justifiait, parce qu'on parle de prix là, on parle de spéculation. Ouais. Si le sous-jacent technologique justifiait la montée d'un prix, Atom pumperait, Polkadot pumperait. Exemple, tout le monde reprend Thundermint ou Comet BFT, qui est le moteur de consensus de Cosmos. Tout le monde. Est-ce que ça permet à Atom de pumper? Non, parce que ça ne profite pas à Atom. Beaucoup de gens reprennent le framework Substrate de Polkadot. BitTensor, qui est le numéro 1 sur la narrative IA, est basé sur Substrate de Polkadot. Est-ce que ça profite à Polkadot? Absolument pas. D'ailleurs, je ne crois pas que BitTensor soit une parachain de Polkadot et je ne crois pas que ce soit à l'ordre du jour. De base, ils ont fund leur propre parachain. Ça veut dire qu'ils n'ont pas fait de crowd loan. Ils ont fund tout ça par eux-mêmes. Donc, ils ont rempli le cap par eux-mêmes. Donc, personne ne pouvait investir dedans. De base, BitTensor, c'était sur Polkadot, mais je crois que là, ils s'en sont éloignés. Et même la narrative des parachains sur Polkadot, c'est déjà terminé. Polkadot est en train de basculer. Ça n'a jamais vraiment commencé. Après, je t'avoue que les parachains sur Astria, Moonbeam, oui. Ah non, mais moi je parlais de Kusama. Sur Kusama, à l'époque où personne s'y intéressait, moi je me rappelle, j'avais beaucoup de Polkadot à l'époque et j'avais du Kusama aussi. Et j'avais mis quelque chose comme vraiment quelque chose de dérisoire, genre $400 sur une parachain sur Moonriver, du coup, de Kusama. Donc le Moonriver. Pour les intimes. le Moonbeam de Kusama. Et je me rappelle, à l'époque, j'avais fait un x25 sur mon investissement juste parce que personne ne s'intéressait à l'époque. Et ensuite, comme on avait sorti des multiples énormes, à ce moment-là, tu as Moonbeam, quand c'est sorti, tout le monde s'est rué dessus parce que tout le monde pensait que ça allait faire la même perf. Mais au final, ça c'est un peu... Là, je voyais des gens qui parlaient de la super chain d'Optimism. Tu vois, tu t'expliquais Capet et on en parlait. Polkadot, ça marche pas, même s'il y a des trucs qui fonctionnent dessus. Cosmos, c'est difficile. En tout cas, ça l'a pas prouvé avec Terra. En vrai, moi, je suis pas bullish Optimism, enfin, pas particulièrement. En tout cas, j'ai pas de token Optimism ou quoi. Mais c'est un projet que j'apprécie. Alors, il y a des trucs que j'apprécie, d'autres que j'apprécie moins. Mais le côté super chain où ce qu'ils sont en train de construire la super chain et le fait que tu as quand même des retours finalement pour l'OP stack et donc pour le token OP au milieu et l'OP stack, tout ça, c'est ça. Et l'OP stack fait que finalement ils arriveront peut-être à construire un truc qui si Base a du succès, si la prochaine chain de Kraken a du succès et tout, peut-être que ça bénéficiera à l'OP stack, à Optimism, au token OP. Enfin, j'ai l'impression qu'ils sont en train d'essayer de construire un truc logique. C'est ça. Alors sur le papier, ça semble plus logique. Après, je t'avoue que dans les faits, on voit surtout Optimism arrosé de subventions. Ouais, comme ils l'ont fait récemment avec Kraken, où ils ont donné 42 millions. Est-ce que ça valorise l'OP? Parce que là, en fait, l'OP en ce moment... Le calcul, pour moi, il est super simple à faire. Tu regardes les frais que gagne Coinbase avec Base. En fait, puisqu'ils ont le seul séquenceur de la chain, ils récupèrent 100% des revenus. Et qu'est-ce qu'ils font de ces revenus? T'en sais rien. Demain, Kraken, ils créent une chain qui a le succès exact de Base, ils génèrent des millions de revenus par jour. Sur un mois, ils remboursent leur truc. Imagine, ils distribuent 10% à Optimism ou 20% ou 25% à Optimism. Ils remboursent leur truc en 6 mois, tu vois. C'est ça la vérité. C'est une spéculation. Pour le moment, j'ai pas l'info. Tu vois, ça que je veux dire, c'est que le jeton OP ne fait pas de performance exceptionnelle. Comme tous les jetons de Layer 2, sans aucune exception d'ailleurs. Mais en fait, tu regardes ce qu'ils font aujourd'hui, Optimism, c'est ce que Polygon avait fait à l'époque. Donc il faut savoir que dans un premier temps, Polygon avait investi massivement leur token Matic. Avant même que ça devienne Polygon, c'était encore Matic Network. Ils avaient mis énormément d'incentives sur des protocoles comme AAV. Moi, je me rappelle de l'époque où tu prenais du 50% sur du stable sur AAV en Matic. Mais c'était le gas token. OP n'est pas un gas token déjà. Oui, tout à fait. Mais ensuite, tu as Polygon. En fait, pareil pour parler toujours de Layer 2, parce qu'il y a toujours Polygon dedans, mais personne n'en parle. Polygon, ensuite, ils ont commencé à dépenser de l'argent massivement dans des deals avec Starbucks, dans des deals avec des collections NFT pour essayer un peu de hyper la chain. Au final, quand tu regardes aujourd'hui, le Polygon, par rapport aux autres tokens de L2, il est sous-performe largement. Ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, tu vois que dès qu'il n'y a plus d'argent dans le deal, les partenaires marketing, etc., ils s'en vont. Les deux collections NFT, donc c'était D-Gods et une autre, je ne me rappelle plus le nom,
et sont partis. Youths. Comment? Ça doit être Youths. ouais. Ouais, c'est ça, exactement. Youth. Donc les deux sont partis. Il y en a une qui est partie vers Ether, l'autre qui est partie vers Solana. À côté de ça, le deal avec Starbucks, c'est terminé. Parce que ils ont mis de l'argent dedans, ça a pas fonctionné du tout. Et donc au final, Starbucks, ils ont cut le truc. Et tu vois que aujourd'hui, pour pivoter ta blockchain d'une vers l'autre, ce serait plus compliqué. Donc potentiellement, l'investissement d'Optimism dans les blockchains des exchanges qui sont quand même assez populaires, qui vont intégrer leur blockchain à leur exchange aussi, ça peut devenir quelque chose d'intéressant. Mais aujourd'hui, encore une fois, ça restera approuvé en boule. Et qu'est-ce qui se passe ensuite en bear? Moi, le problème dans tout ça, les gars, c'est qu'on dit, tu vois, le DOT n'a jamais été un gas token, l'Atom n'a jamais été vraiment un gas token, ça a toujours été un token de gouvernance. Polygon, ça a été longtemps un gas token, qui fait une rota plutôt sur de la gouvernance, parce que la ZK EVM, je crois que c'est l'Ether qu'utilise comme gas token. Donc, est-ce que Optimism nous fait pas une Atom? Alors oui, time to shine, OpenStack, Superchain, tous les feux sont ouverts, etc. Ok. Mais in fine, quand t'arrêtes de cracher du pognon, qu'est-ce qui reste? Est-ce qu'ils nous font pas une Atom? C'est ça la question que je me pose. Pour moi, la seule raison pour laquelle ils peuvent... pardon, ça va être rapide, mais leur seul moyen de rentrer du cash, c'est s'ils veulent jamais décentraliser leur chain, c'est tout. Et en vérité, le truc, c'est... toi, t'imagines un mec qui rentre dans les cryptos dans 5 ans, il a des produits qui sont à peu près carrés pour faire de la thune. Lui, il n'a pas connu toute cette époque décentralisation, etc., tous nos débats qu'on a de merde. Lui, il arrive juste, il voit Base, il fait ok, très bien. Grâce à mon appli Coinbase, je peux aller faire de la DeFi sur Base. Il se demande même pas que la chain n'est pas décentralisée, qu'il n'y a qu'un seul séquenceur et que toute la thune qu'il paye, ça va dans la poche de Coinbase. Donc si demain, tu as cette espèce d'écosystème-là où dès que tu as un nouvel user qui arrive par Kraken, par Coinbase ou par Binance, il reste dans un cercle de blockchain entre guillemets censé être décentralisé, mais qui ne l'est pas du tout, donc c'est pas de la finance décentralisée. Mais ce cercle-là, toutes les thunes reviennent aux plateformes et à Optimism parce que c'est eux qui ont permis de construire ça. Les mecs, ils sont Gucci et nous, on reste comme des teubés à être là en mode les gars, on veut de la décentralisation parce que voilà, tu vois, l'adoption de masse, c'est ça le projet d'Optimism. Après, c'est pour ça que je dis que j'aime bien. Moi, je suis pas forcément d'accord sur ça. On a un signal quand même. On a un signal quand même. C'est l'Unichain. Juste 2 secondes. Tu as l'Unichain, c'est le token Uni, c'est basé sur l'OpenStack, mais ils vont décentraliser les séquenceurs, l'Unichain, et Uni va permettre d'avoir du revenu sharing, tu vois, des revenus collectés. Tu voulais dire quoi, pardon? Mec, moi, je sais pas comment ils feront pour la régulation. Moi, c'est ça, c'est le seul problème aujourd'hui. Ouais. Moi, l'argument de les utilisateurs arrivent sur les sexes et donc les blockchains vont devenir les plus populaires, je sais pas quoi. Alors, je peux l'entendre, mais aujourd'hui, lorsqu'un utilisateur arrive sur un sexe et reste sur un sexe, la blockchain n'a pas réellement de revenus puisque tout est centralisé et tout se passe dans les order books. Et ensuite, derrière, tu as les comptes qui sont avec un Merkle Tree qui sont reliés pour prouver qu'ils ont les réserves. Mais ensuite, ces fonds-là, ils vont pas transiter sur la blockchain, ils vont pas générer des fees. Ils ne vont pas en fait rapporter tant d'argent que ça à la blockchain. Ils vont rapporter de l'argent à l'exchange. Ensuite, lorsque le gars va vouloir sortir de l'exchange, il va vouloir sortir vers la blockchain qui a le plus de cas d'usage et qui a le plus d'applications décentralisées et qui en fait correspondent le plus à ce que lui il recherche. Et dans ce cas-là, tu ne regardes pas sur quelle blockchain le sexe lui-même est construit, tu regardes sur quelle blockchain ça t'arrange de retirer tes fonds. Et donc, à partir de là, tu comprends très vite que en fait, le choix va se faire en fonction de la blockchain qui a le plus d'applications aujourd'hui, qui est généralement Ethereum, ça ne va pas forcément revenir aux utilisateurs de l'exchange, tu vois. Mais ce que je veux dire, Artem, moi, dans mon explication, c'était dans un monde où, justement, demain, les gens ne se posent plus cette question-là. Dans 5 ans, 10 ans, où vraiment ta porte d'entrée vers l'écosystème crypto, tu as 18 ans, mec, tu veux investir, tu vas sur Coinbase, on te dit, hey gars, tu peux faire de la finance décentralisée. Ah ok, très bien. Tu sais, tu te poses même pas la question qu'il y a un wallet derrière, qu'il y a du chain, que tu pourrais aller toi-même en fait le faire. Limite parce que tu arrives dans un truc où les gens, on a passé en fait toute cette époque-là. C'est ça que je veux dire. Dans ce monde-là, ça peut être ça leur vision, tu vois, d'atteindre cette truc-là où les gens ne vont pas eux-mêmes faire les trucs. C'était la DeFi de l'époque avec Celsius et tout. Ouais, on parle de chain abstraction quand en fait tu sais même plus quelle blockchain tu utilises, tu vas vers quelque chose d'unifié. Ouais. Mais c'est l'argument que j'avais tout à l'heure dans le chat. Je vais vous laisser 2 minutes, j'ai un call les gars. Il n'y a pas de souci. Je suis vraiment désolé. Ça a duré 3 minutes. T'inquiète, on enchaîne sans toi, t'inquiète pas. Il y a un argument qui était... je regarde en même temps les commentaires, ça me fait bien rire. Continue. Et sois sérieux quand tu réponds ça. C'est un argument un peu donc de chain abstraction ou de l'unification de liquidité sur les différentes blockchains. En fait, c'est un argument qu'on entend depuis des années. Et on dit, ok, bon,
là, ce layer-là va unifier toute la liquidité, ça va être ultra simple. On a aujourd'hui la Unichain qui veut permettre ça, on a Aggregation Layer, on a Aligned Layer, Layer, on va ouais. avoir les portals de Osmosis, on va avoir les SFT de Layer 0. Et en fait, quand tu regardes, c'est tout le monde fait de l'abstraction. Et au final, on va devoir avoir un layer d'agrégation des niveaux d'agrégation. Un peu Ouais, parce qu'il n'y a pas de l'agrégateur standard des Ethereum. agrégateurs de DeFi Lama, tu vois. Ouais, parce qu'il n'y a pas de standard Ethereum. C'est ce que disait Abdel, c'est que chacun fait son truc, mais c'est pas un truc qui est décidé au niveau d'Ethereum. Il faudrait que ce soit une standardisation qui soit faite au niveau d'Ethereum, un peu comme MyBC dans l'écosystème Cosmos, d'une certaine façon. Ouais, exactement. Mais quand tu regardes l'IBC sur Cosmos, ça fonctionne à merveille. C'est vraiment... Ouais. J'ai jamais eu d'expérience aussi simple que de transiter entre les blockchains. Ça c'est fait en 0,01 seconde. Tu peux même swap d'une blockchain à une autre directement via Kepler. Enfin, c'est tellement fluide, c'est tellement simple que tu te dis, bah, en fait, Osmosis, c'est un peu devenu l'aggregation layer de Cosmos qui, en fait, te permet de swap tout, de tout rebalancer vers la blockchain que tu veux Mais ensuite. l'IBC n'est pas une cash machine. L'IBC n'apporte rien, en fait. Bah, C'est un light l'IBC ne client. rapporte rien, ouais. Ouais, c'est ça. C'est pas une cash machine. Et c'est un problème. Ouais. C'est un Mais je problème. suis tout à fait d'accord. Mais en fait, quand tu regardes, quand tu vas un peu à des events Cosmos, tu vois qu'en fait, les fondateurs Cosmos, ils disent, ouais, mais nous, on a développé la tech pour permettre à l'écosystème de se développer et tout. Oui, fair enough, je suis d'accord. C'est une très bonne initiative. Mais derrière, les gars, il y a aussi des gars qui investissent dans votre token. Il y a des mecs qui veulent avoir du revenue sharing, qui veulent en fait profiter de l'explosion des autres blockchains. Et quand tu regardes, c'était un peu ce que l'ICS devait apporter. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, l'ICS, c'est l'Interchain Security qui a été proposé pour Atom 2.0, qui était censé en fait faire ce que fait Eigenlayer aujourd'hui. Ça vous permettait de staker du Atom, de sécuriser les autres blockchains qui sont connectées à l'IBC, donc les nouvelles blockchains qui se lancent, les blockchains qui sont déjà existantes, grâce au set de validateurs de Atom. C'est aujourd'hui ce que font Eigenlayer notamment. Donc tu stakes de l'Ether pour pouvoir sécuriser d'autres blockchains, d'autres protocoles, etc. L'idée initialement vient de Cosmos. Au final, ça a été implémenté, mais les revenus sont très ridicules. Ce qui veut dire qu'on se retrouve vraiment sur plusieurs mois avec des milliers d'euros de staké. Tu te retrouves avec 10 ou 15 centimes de dollars de revenus. Et tu regardes, en fait, Cosmos a été à l'initiative de beaucoup de choses, mais le drama au sein de la communauté, le fait d'être en désaccord les uns avec les autres, le fait que l'argent n'arrive jamais dans les poches des fondateurs de Atom ou dans les poches de la blockchain de Atom, c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui avec Ethereum, mais au final, c'est ça qui a divisé énormément Cosmos et qui fait qu'on se retrouve là. Moi, j'étais un très, très grand fan de Cosmos pendant des années, et encore aujourd'hui, j'ai beaucoup d'Atom. Ça doit être mon 3e ou 4e bag. Tu te rends compte qu'en fait, les initiatives techniques sont incroyables, mais que l'exécution derrière, l'intérêt du public et même juste la communauté n'est plus là, quoi. Non, mais après, c'est une histoire de fric aussi. Et tu vois, Ethereum a été très fort à l'époque de la bulle ICO ou des NFT, ou en fait, tout ce qui s'est passé avant les Layer 2. Parce que tout tournait autour le fait d'acheter de l'atome, de consommer de l'atome, de l'Ether, pardon, etc. Ensuite, il y a cette histoire de Layer 2 qui arrive, où l'expérience utilisateur, elle change. Des fois, le gas token, c'est l'Ether, des fois pas. Il y a des histoires de bridging, on commence à être perdu, et on commence à regarder un petit peu ce qui se passe ailleurs, et c'est ce qui se passe avec le Solana en ce moment. Où Solana, tout tourne autour du sol. Quoi que tu fasses, quand tu utilises une application, ça tourne autour du sol, donc c'est très simple à comprendre. Après, le seul truc sur Solana aussi, c'est qu'aujourd'hui, tu as tout le monde, tous les gens qui gravitent autour de Solana sont focus uniquement sur Solana et pas sur leur propre solution. Ça veut dire que tout est bâti sur Solana. On n'essaye pas d'aller faire des layer 2, layer 3, je ne sais quoi. Les revenus vont dans les poches des validateurs. Les validateurs qui sont quand même assez importants et assez coûteux aujourd'hui. Pour avoir un validateur sur Solana, c'est plusieurs milliers d'euros tous les mois. Pour tout ce qui est infra que tu dois avoir pour assurer le bon fonctionnement. Et donc, au final, quand tu regardes, Solana, ça continue à... Tout tourne autour de Solana, comme tu as dit, Capet. Et donc, au final, il n'y a pas de Discord, tout le monde est d'accord, et puis au final, voilà. Mais parce qu'ils ont cherché à garder un système intégré et pas un système, on va dire, modulaire. Ça n'empêche pas Solana d'être modulaire, mais dans tous les cas,
tu vois, même quand on te parle de modularité sur Solana avec les extensions, tu sais, les network extensions ou ce que certains vont appeler des layer 2, ça reste des validateurs de Solana, un peu à la manière de Base Rollup. Donc, dans tous les cas, tu t'éloignes pas trop de Solana. Alors que chez les autres, on vient fragmenter tout ça. Si on a terminé sur ce sujet-là, j'aimerais vous poser des questions rigolotes avant d'enchaîner sur Hawk Research. Et on va essayer de répondre très succinctement à chaque fois. Quels sont vos meilleurs et vos pires plays dans l'écosystème crypto? Moi, j'en ai plusieurs. Ouais, pareil. Bon, pas sur ce bull run, sur le bull run précédent, perso. Lilian. Pour l'instant, sur ce bull run, c'est des plays de merde sur des mêmes coins où c'était sur la tendance des. Tu te souviens, Artem, sur Avalanche notamment, quand il y avait les inscriptions, ces trucs-là, les inscriptions. Ça, sur ce bull, c'est ça. Sur le précédent, c'était en vérité deux trucs. C'était EGLD très très tôt. Je crois que j'avais fait un fois 30 sur EGLD, un truc comme ça. Et c'est Atom, où j'avais acheté du Atom. Mais le prix, genre, je me souviens même plus, mais genre, c'était dérisoire. C'était alors vraiment très tôt avant que ça s'appelle Polygon, vraiment tout début bull run, genre, fin 2020. Ah, tu parles de Matic, du coup, pas Atom. Atom, pardon, excuse-moi. Matic, ouais. C'était Matic. Okay. Matic, c'était vraiment mon plus gros play all time. C'est au moins, je pense qu'il y a du x100 dans l'histoire, un truc du genre. Et après, Sol doit pas être très loin quand même dans le truc, parce que je l'avais vraiment acheté pas cher non plus. Donc, t'as mangé sur de l'inscription Avalanche quand même? Avec Artem, à un moment, mais c'était très drôle. L'anecdote, elle est très marrante. C'est que, en gros, je commence à dig les inscriptions sur Bitcoin très très tôt, parce que j'avais commencé à discuter avec le mec qui avait percé sur Twitter parce qu'il avait acheté du Ordinals cash au lancement. Et il avait fait 1 million d'euros avec ça. Enfin bref, c'est un mec qui est très sympa d'ailleurs. Et du coup, on avait commencé à discuter là-dessus. Et très vite, je me suis intéressé aux inscriptions. J'avais acheté des NFT très tôt dans les sub 10 000, etc. sur les inscriptions et tout. Et genre, je suivais des gars qui avaient des comptes d'influenceurs en Chine qui parlaient en chinois sur les inscriptions et je traduisais les trucs. Et à un moment donné, les mecs disent les gars, il y a des inscriptions qui arrivent sur d'autres chains. Et là, je me dis ok, mec, je ne vais pas manquer ce truc-là. Et je me souviens, je suis chez Artem, littéralement dans l'appart où il est actuellement. C'est Noël dernier. Et il y a un mec sur un compte chinois qui écrit un tweet en chinois. Je le traduis. Et là, je vois, grosso modo, la traduction est nulle à chier parce que je comprends rien. Mais il y a écrit inscription Avalanche. Je clique sur ce lien, tu vois. Et en gros, c'était un outil que j'avais déjà utilisé. Tu rentrais des trucs. Ça te config tes wallets. Donc, tu crées un wallet poubelle. Tu mets juste genre le nombre d'avax que tu veux. Des jetons, et ça minte à gogo. Et on minte ça. Et ça nous coûte genre un avax chacun. Et je crois qu'avec ça, il faut dire aussi que quand t'as cliqué sur Minter, nous on est parti au marché de Noël, on a laissé l'ordi de Lilian tourner dans mon appart, et nous on était au marché de Noël en train de se boire des bières, tu vois. Ouais, et en rentrant de ça, on voit, il a consommé les 2 AVAX qu'il y avait dessus, il a minté un max de trucs, et on oublie. Et genre, 2 semaines après, mec, ça lance, et ça pète. Ça pète, et je dis à Artem, mec, on ne vend pas tant que on n'est pas à tel prix. On a vendu à ce prix-là, c'était le pic au top du truc. Et on fait, je crois, fois 25 chacun, une connerie comme ça. On a un peu vendu avant, ce qui fait que ça a dilué. Mais vraiment, ça, c'était très, très marrant. Après, j'en ai reperdu, évidemment, parce que j'ai fait les mêmes inscriptions sur Polygon, Fantôme et tout. Puis petit à petit, la hype descendait. Mais voilà, sur Avalanche, c'était très drôle. Okay. Ouais, j'avais, pour le coup, pour ma part, on a à peu près la même perf avec Lilian, donc Matic et EGLD au précédent bull. EGLD acheté à 2 centimes, donc avant que ça fasse un x10, donc $2 à peu près en moyenne. Je crois qu'en moyenne, parce que j'en ai acheté quasi tous les jours, ma moyenne elle doit être à 4 ou 5 $, quelque chose comme ça. Quasi rien vendu aussi, donc les erreurs du premier bull run. Matic. Donc t'as pris la montée et la descente, tu veux dire, sur GLD? Ouais, j'ai vraiment. T'inquiète, voilà. hein. Ensuite, Matic, j'avais bien performé dessus parce que non seulement j'avais acheté du Matic que j'avais déposé en staking, mais en plus de ça, j'avais énormément utilisé AAV. Et à l'époque, on était à 40-50% de dépôt en stable sur Matic. Donc, il te donnait en gros 5% de dépôt, 5% d'intérêt sur tes USDC, par exemple, et 40% en Matic, mais du Matic à 4 centimes, tu vois. 4 centimes ou 2 centimes, je sais plus. Ce qui fait que tu générais des centaines de Matic tous les jours, quasi. Et donc, en fait, quand Matic il est monté ensuite à $2,50, un truc comme ça, j'avais vendu une partie de mon bag, une grosse partie quand même. Et à côté de ça, j'ai
un soir, il est 1h du matin, je tape une insomnie, du coup je vais sur Twitter et là je vois le CEO de Delphi Digital qui dit on a développé un outil pour faire des inscriptions sur Cosmos. C'est live maintenant. Et donc en fait, c'est un truc où tu pouvais pas générer de script. En fait, il fallait cliquer, juste cliquer. C'était vraiment un cookie clicker pour mint des inscriptions sur Atom. Et je me rappelle, j'avais fait une nuit blanche juste à cliquer entre 2h du matin jusqu'à 5h30, je crois, ça a duré. Ensuite, le site, il a saturé. Et ensuite, pendant 3 jours, plus de nouvelles, pas de marketplace, il y a tout qui bug et tout qui saute. Je me dis, bon, vas-y, dans l'histoire, j'ai dû perdre quoi 5-6 atomes, ce qui était ridicule, tu vois, c'était 50-60$. Au final, la marketplace marche. Et là, je me rappelle, j'étais dans le top 50 des plus gros holders de ce truc-là. Et là, je me rappelle, je parlais avec les clients, je dis, bon, Parenthèse, qu'est-ce que je fais là vous vous souvenez de il mon me histoire dit, quand même. mec, Moi, je l'ai fait croquer sur Avalanche. Lui, il a pas pensé à moi pour Atom. Il a fait de son côté, cet enfoiré. je l'ai envoyé, Mec, je l'ai il l'a envoyé envoyé à dans 2 la heures du cour. matin. Je l'ai envoyé dans la cour, Ah mais tout le oui, monde dormait. je dormais. Tout le monde dormait. Bah oui, mais ça a été publié à 1h du matin. Mais enfin bref. Donc ça, j'avais fait pas mal de bénéfices dessus. Et donc la plupart des revenus, donc il y a une partie que j'ai convertie en Ether, il y a une partie que j'ai convertie en Atom, et une partie que j'ai convertie en TIA, que j'ai staké. Et finalement, aussi, Atom, c'est l'un des coins que j'ai le plus mangé. Parce qu'à chaque airdrop, je prenais 5 à 10 fois ma mise. Parce que tu regardes le premier airdrop Osmosis, tu prenais 10K$ en airdrop. Ce qui veut dire que, en fait, peu importe la quantité de atomes que tu avais à l'époque, tu prenais 10 000$ en airdrop. Ensuite, tu as Celestia. Là, pour le coup, c'était un peu plus. Il fallait avoir un peu plus d'atomes, mais tu prenais quand même un très bon bag, surtout sur la montée. Tu regardes Juno, qui était monté à 50$ au précédent bull. Bon, maintenant, c'est à 0. Mais à l'époque, ça avait performé. Tu regardes Crescent, un projet qui a fait faillite depuis, mais quand tu prenais le airdrop, tu prenais 10K de airdrop. Et donc, en fait, quand tu regardes tous les airdrops Cosmos, je pense que j'ai fait, je sais pas, fois 100 sur ma mise, juste en airdrop, sur ma mise de base, sachant que j'ai acheté de l'atome à 2 ou 3$ sur le cycle précédent et je n'avais jamais vendu. Donc, en fait, j'ai toujours staké mes atomes. Je faisais que accumuler. Et puis, au final, j'ai touché tous les airdrops. Donc Atom, ça m'a quand même bien fait manger sur les airdrops. Dis-nous. Bah moi, les plus belles perfs, ça a été premier cycle, ça a été le Reblock, j'en avais déjà parlé, où j'ai fait x40 et j'ai tout perdu avec le Hybrid Grail. Après cycle de 2021, bah moi, comme j'avais acheté en 2020 du BTC, du BCH, de l'Ether et du Stellar, bah il y a ça qui avait bien pris, hein, on va pas se mentir. Et après. Et après, Solana, attrapé à 3$, revendu autour des 30 pour essayer de le racheter plus bas, et puis il est parti sans moi. Juno x10 entre les jetons stakés et la price action. Krill que j'avais gardé. Ouais. Krill qui a explosé. Et puis voilà, et après, au niveau des pertes, eh ben, on va parler d'une belle gamelle que j'ai mangée. Est-ce qu'il faut parler un peu des gamelles Après, on va parler de ça. Retrib, projet made in France, Payment Network sur Phantom. Retrib, j'ai mis 5000 balles dessus, je crois. Je suis monté à 50 000 balles dessus. J'ai vendu quasiment le top. J'ai rechargé à moins 80%. J'ai rechargé comme un malade. Et ça l'a pas empêché de reprendre un divisé par 15-20 derrière. Donc j'ai tout rendu. Sur ce jeton-là, j'ai tout rendu. Pourtant, Retrib, c'est intéressant, mais ouais. Ouais, il y a des trucs comme ça. Alors, moi, je voulais faire une parenthèse sur ceux il y en a un qui disait à Artem quand il a dit EGLD, genre je quitte le live et tout. En vrai, les gars, genre EGLD, ok, vas-y, maintenant on dit c'est multivariate, c'est machin et tout. Époque 2021, enfin, c'était un play à jouer. C'était le meilleur. C'est comme si meilleur demain, je sais pas, on se rend compte que, je sais pas, BitTensor, tout le monde en parlait. BitTensor, demain, ça devient une énorme bouse qui ne fonctionne plus sur les marchés, qui est pas intéressante, qui build pas dans 3 ans. Prochain cycle haussier, t'as tous les mecs qui arrivent, font les gars, vous me parlez de BitTensor, c'est de la merde. Et toi, tu seras là comme un grand-père en train de dire, bah les gars, à l'époque, BitTensor, j'ai fait mon truc dessus, tu vois, j'ai fait mon billet. Donc c'est pareil, c'est comme à l'époque ceux qui ont fait de la thune sur Cardano, des trucs comme ça. Et on pourrait raconter des histoires d'un nombre de coins, les gars, sur lesquels on a fait de l'argent qui était merdique. Voilà, c'est BitConnect, les gars, à l'époque, il y a un certain que je connais des gens qui ont fait de l'argent sur BitConnect. Hein. Pourtant, c'est pas le projet le plus stylé. Mais voilà. Par rapport à mes pertes, moi, parce que je pense que ça intéresse toujours les gens. C'est marrant quand on dit on a gagné, mais les pertes. En vérité, moi, pour être tout à fait honnête avec vous, genre je pense que j'ai fait un cycle 2021 de débile.
Genre vraiment de gros débiles. C'est-à-dire que genre, j'avais mis un peu de thunes en 2017, ce qui fait que j'étais un peu en mode j'ai pas assez mis en 2017. Et en fait, comme j'avais mis pas beaucoup de thunes en 2017 et que j'étais étudiant et que j'avais pas énormément de thunes, je l'ai joué ultra safe. C'est-à-dire que à x2, j'ai vendu une partie, à x3, j'ai revendu, à x4. Et j'ai dû terminer mon cycle sur un x4, grosso modo, en 2017, ce qui était pas fou, tu vois, mais j'avais pas mis beaucoup d'argent et j'étais étudiant et voilà. Et 2021, j'arrive avec plus de thunes et je m'en foutais un peu plus de ma thune parce que Covid, parce que j'avais rentré plus de cash avec mon taf et tout. 2021, je me suis dit, tu sais quoi, je me fais pas avoir avec ça. Je ne vends pas en x2 parce qu'en fait, on fera pas x2, on fera probablement beaucoup plus. Donc, je suis parti dans cet état d'esprit-là. Et en fait, j'ai vendu des trucs au top, genre EGLD, je l'ai vendu au top. D'autres comme Matic, j'ai jamais revendu. Donc, grosso modo, j'étais quand même sur une belle perf et je sens à peu près le premier top de Bitcoin, tu vois. Donc, j'étais out au premier top. Je me dis, mec, j'ai fait un cycle pour l'instant parfait, mais le cycle n'est pas parle de fini. mai 2021. Mais de avril 2021, j'ai vendu. J'ai 20% en crypto, tu vois. Et je me dis, bon, j'ai safe, là, on corrige, mais je vais acheter toute la correction et on va repartir à 100K, tu vois. C'était ma vision. Genre, j'avais vu la correction, je l'achète. Et quand je dis je l'achète, c'est genre, je l'achète fort. Je remets tout et comme un gros con, parce que aussi évidemment quand t'es bête et que le marché te va dans ton sens, il te rend encore plus bête. Et ben je rentre en levier. Donc je prends 20% de mon bag, levier x5, et je all-in Bitcoin. Et donc je all-in à 40K, je crois, un truc comme ça. Donc on tombe dans les 30K, 35, et on remonte. Et mec, je fais une thune. Dans la montée, je fais une thune. Donc ça me remet encore dans cet état d'esprit-là. Et je dois cash out à, je sais pas, à 60K, un truc comme ça. On va faire un nouvel ATH, ou quasiment. On redescend et je me dis, bon, bah, je re-rachète, c'est qu'une correction. Et donc là, mec, je re-rentre avec, du coup, 30% de mon capital. Et là, voilà, je me fais, je crois que je perds 30 ou 40% de mon capital en me faisant liquider sur un levier x5 sur Binance. Et je peux vous assurer que le matin où je me réveille et que je fais, vous avez été liquidé, je fais, allez. Et ben voilà, bah, ce cycle-là, c'est divisé par 2 sur un long Binance, levier x5 sur Bitcoin. Est-ce que tu te rends compte du niveau du gars, tu vois? Ouais, Donc, bah, voilà. levier, hein. Levier, Mais voilà. Le levier, j'ai beaucoup perdu dessus. Hein. Le levier, c'était, je m'amusais à mettre tous les mois entre 500 et 500 $ sur des exchanges, que ce soit Binance, KuCoin, enfin peu importe. Je longuais un truc parce que je me disais, bon, là, je le sens bien. À chaque fois, ça commence toujours bien. Hein. C'est comme le casino. C'est ça, le marché te fait gagner. Et tu sors un petit x2 et tu fais, putain les gars là, j'ai trouvé la douille, je suis le génie du trading. Et ensuite, tu sais, soit tu relongues, soit tu short. Et là, tu vois, ta position, elle commence à être un peu sous l'eau, tu vois. Mais sauf que moi, j'ai pas fait l'erreur de rajouter du capital. Et je mettais pas de stop loss, ça veut dire que c'est soit je faisais un x2, x3, soit je me faisais liquider, tu vois. Et à chaque fois, ça faisait par me faire liquider. À chaque fois, peu importe. Et des fois je mettais vraiment 100 balles, je montais à 1300. J'étais avec ma copine, je disais, et là, j'ai fait un move de fou furieux, là. J'ai long un levier 17. Sur un coin de merde parce que j'ai vu que ça allait à 0 et il me disait non mais cash out. Je disais, non, tranquille. Mais non, ça va encore faire x2. Non mais mec, tu sais qu'en plus pardon. Et le lendemain je fais en fait tu te rappelles, je t'avais montré j'étais à 1300 balles de bénéfice. Le pire c'est que dans nos potes on a des gens qui sont qui maîtrisent ça, tu vois. J'en parlais à l'époque avec Picsou, tu vois, genre c'est des gars qui connaissent le trading avec levier, qui savent comment utiliser le levier parce que le levier il y a un rôle derrière, tu vois. Mais moi j'étais là, non, moi le levier c'est juste je veux faire x10 parce que j'ai envie d'avoir des plus gros gains, tu vois. Enfin, en fait, c'était vraiment, et c'est ça le truc à retenir de ça, c'est que c'était l'époque où, et c'est pour ça que je donne un conseil, le premier conseil, c'est ce que tu as mis en avant, mais n'utilisez pas le levier si vous n'êtes pas capable de le faire. Nous, on n'était pas capable, on a perdu de l'argent, donc voilà, refaites pas cette erreur-là. Et surtout, il y a vraiment un truc qui, pendant le cycle, pour moi, c'est ça qui m'a eu moi, c'est que plus tu gagnes de l'argent, plus le marché te fait comprendre que tu es un mec qui est trop fort. Et c'est pour ça que je racontais qu'avant d'avoir perdu tout sur mon levier, j'avais tout gagné. Parce que ça m'a encore renforcé dans mon état d'esprit de me dire, en fait, mec, t'es un boss. Pourquoi les gens ne font pas juste du levier tout le temps, en fait? Enfin, ça monte, donc pourquoi pas tout en x3, par exemple? Enfin, je comprends pas. Et voilà, puis à un moment donné, le marché, il te prend. Pourquoi les gens, ils perdent de l'argent? Mais mec, et du coup, c'est trop con, quoi. Ce que je me disais. Et le marché, il te rappelle très vite au bout d'un moment et très brutalement que non, il t'a donné des trucs, mais il te les reprend 4 jours plus tard et ça te fait encore plus mal, tu vois. Donc c'était ça la conclusion, c'est moi j'ai pas perdu de thunes sur des invests quasiment en spot, quasiment pas. J'ai tout perdu sur du levier. Donc voilà. À part du manque à gagner comme nous tous, mais c'est surtout sur les leviers où tu te fais. Après moi maintenant je fais du levier on-chain, mais c'est du levier qui est très léger. Ça veut dire qu'on est sur du 1,5 x 2 à la limite maximum.
C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Donc, en fait, tu rajoutes du collatéral, tu empruntes du stable, tu rachètes du collatéral, tu le remets en collatéral, etc. Donc, ça, c'est quelque chose, en fait, où j'ai l'impression de maîtriser plus ou moins. Et je vois, en fait, mon health factor qui évolue. Je me dis, bah là, je peux rajouter, par exemple, du collatéral, ou par exemple, je peux rembourser une partie de mon prêt, etc. Et donc, en fait, ça, c'est quelque chose que moi, je fais aujourd'hui. Mais enfin, encore une fois, c'est quelque chose qu'il faut comprendre et qu'il faut maîtriser. Mais par exemple, le levier sur les exchanges, là où tu as juste un petit bouton pour faire x100, et ensuite tu paries sur une direction. En fait, la réalité, c'est que c'est comme si tu allais parier au foot, quoi. Tu paries sur une direction et puis tu as une chance sur deux que ça. En tout cas, vous voyez, passe, quoi. je voulais qu'on ait ces petites questions-là parce qu'en fait, ça fait des anecdotes déjà qui sont rigolotes et ça se voit direct. Tu parles technique, tu parles de marché, de trucs machin. Là, on parle stats. J'adore parler stats. On est à 120, 130 viewers et tout. Tu parles de se manger des pelles, de gagner des sous. Hop, on est à 170. Et en fait, c'est ça. C'est ça ce marché. Il faut qu'on Ok, vous moi, j'ai parle une de autre fric, question. en fait. C'est un truc de fou, quoi. Moi, j'ai une autre question qui est plus d'actualité, donc peut-être que voilà. Là, actuellement, c'est quoi vos gros plays actuels depuis le début du cycle là? Et c'est quoi un peu vos convictions aussi pas forcément des convictions pour attirer les gens vers des plays, hein, c'est pas ça l'idée. Mais c'est ce que vous avez des convictions et ou des grosses réussites là depuis le début du cycle. Je voulais en parler justement. Je démarre. Pas de grosse réussite sur ce cycle à proprement parler, à part mon hold Solana évidemment. En pré-sale, il y a du très bon, il y a du très mauvais. C'est-à-dire que pour être très transparent, sans parler trop en détail niveau argent, mais du ressenti, on s'est dit vraiment en fin 2023, début 2024, on a cette opportunité en tant que créateur de contenu média, etc., de pouvoir rentrer sur des pré-sales. Allons-y, et puis mettons des petits tickets un peu partout, presque comme si tu es à la roulette au casino et tu mets sur le 1, le 2, le 3, le machin pour Parce que tu peux le faire en fait, tout simplement. Voilà, pour viser une zone. Et du coup, ce qui se passe, c'est que le capette habituel n'aurait jamais mis dans autant de trucs différents, mais j'ai voulu suivre mes associés parce que sur certains trucs, j'ai pas voulu les suivre et je m'en suis mordu les doigts. Du coup, ça fait que au final, il y a des trucs où je suis très déçu, surtout sur la partie gaming web 3, tu vois, Humbersword notamment où on a mis des sous. Humbersword en 2021, bête de Twitter, des bêtes d'images, c'était un des projets gaming web 3 les plus hype et tout. Quand on nous a balancé le deck, c'était ouais, potentiel listing là, tel VC, tel machin. On était en mode, bah, tous les feux sont ouverts, tu vois. Le truc sort, c'est listé nulle part et les visuels avec tel VC machin, tout avait disparu. Tu sais, c'est vraiment, tu vois le même où tu vois le cheval qui est tout beau et à la moitié t'as le cheval qui est dessiné, c'était ça. C'est exactement ce qu'on s'est bouffé. Donc très grosse douche. Et en fait, ce qu'il y a d'horrible, c'est que sur ce coup précis, parce qu'il y en aura d'autres, hein, évidemment, t'es en mode presque ça peut pas rater tellement tout est ouvert, tu vois. Et te faire pisser dessus comme ça, in fine, c'est horrible. Donc après, t'as des trucs où on a mis des billes, bon, ça l'a pas fait, on a voulu jouer, on a perdu, c'est pas grave. D'autres trucs où il y a eu des surprises. Tu vois, un exemple très simple, nous, on est rentré en site sur Plume Network, qui est un layer 2 Real World Asset. On nous montre le deck. En gros, le deck, c'était on est un layer 2 Real World Asset Celestia Underneath. Bon, donc layer 2, ok, narrative est bonne. Real World Asset, narrative est bonne. Celestia Underneath, narrative est bonne. Mais le deck, t'avais 9 pages, rien, ça cassait pas 3 pattes à un canard. Donc on était en mode, ouais, ok, on y va en mode presque casino, tu vois. Mais c'était pas truc de ouf, tu vois. Et les mecs qui relèvent derrière et la valo, elle a explosé. Choqué. C'est pas encore sorti aujourd'hui, Plume. Non, c'est qu'ils ont fait des rounds de levée. Je sais pas si c'est public. Mais ce que je veux dire, c'est que tu vois, t'as des très grosses convictions avec beaucoup de fondas et t'as des trucs, t'es en mode, ouais, bon, allez, why not? Et en fait, choqué. Et des fois, t'es en mode, mais est-ce que je dois me prendre la tête à faire du fonda? La réponse est oui, tu vois. Mais t'as des surprises, à vous. Ouais. En fait, le fondage, je trouve que c'est bien pour comprendre les dynamiques du marché et comprendre la réelle proposition de valeur de projet et comment est-ce que le projet pourrait potentiellement te rapporter de l'argent. Encore une fois, il y a du conditionnel dans tout ce que je dis, tu vois. Mais par exemple, quand tu regardes les fondamentaux et les promesses des projets, il faut se demander si le marché en a besoin et si le marché l'acceptera et le comprendra et ira jouer sur ça. Moi, je trouve que le fonda, c'est ultra important et je trouve qu'aujourd'hui, quand tu regardes les gars qui font du fonda, sur la fin du bull run sont ceux qui performent le plus. Parce que ce sont des mecs qui s'intéressent aux dynamiques du marché, parce que ce sont des mecs
qui font des recherches en continu, qui sont au courant de tout ce qui se passe dans l'écosystème, qui voient en fait ce qui marche pas. Je trouve que le fondat reste très important. Ensuite, le plus important, et ça, peu importe les fondamentaux que tu as, peu importe l'équipe que tu as derrière, peu importe les fonds que tu as derrière toi, c'est est-ce que le marché va le comprendre, est-ce que le marché va l'accepter. Et c'est ça le plus important au final. Parce que tu peux avoir les meilleurs fondamentaux possibles. Si le marché ne les comprend pas et décide de ne pas mettre de l'argent dedans parce que c'est trop compliqué ou ils ne comprennent pas à quoi ça va servir ou ils ne voient pas l'utilité là-dedans, en fait, ça ne fonctionnera jamais. Peu importe les fondamentaux. Merci pour ce discours. Non, mais c'est pas ça, c'est qu'à la base, c'était surtout vos plays. Son play, c'est moi, en réalité, moi, j'ai pas eu de play dans Ok. ce cycle-là. Moi, je suis resté sur mes convictions du cycle précédent, c'est-à-dire l'infra et un peu les tokens que j'avais gardés à travers tous les bulls sur lesquels j'ai fait des intérêts. Ensuite, 2-3 airdrops, il y a 2-3 projets qui sont sortis qui m'intéressent un peu, mais aujourd'hui, globalement, je n'investis pas de nouveaux fonds là-dedans parce qu'il faut que je vive et que j'ai décidé d'entreprendre, qui était une très bonne idée, et de manger des cailloux à la fin du mois. Donc aujourd'hui, si tu veux, moi, je n'ai pas forcément d'argent à remettre dans le marché crypto. Et aujourd'hui, je fonctionne uniquement avec ce que moi, j'avais mis auparavant dans les cryptos, avec des rotations d'un bac vers l'autre. Mais aujourd'hui, je reste sur mes positions globalement. Et de temps en temps, je vais m'amuser à faire 2-3 meme coins qui vont faire un x100, mais sur une mise qui est dérisoire. Donc, ce sont toutes les choses-là qui font en sorte aujourd'hui que moi, je suis encore dans le marché et que je suis encore balls in. Besoin de capitaux dans ce frais marché-là. dans ce marché. C'est ça en fait. On a besoin d'avoir des valos qui montent, des nouveaux capitaux, parce qu'aujourd'hui on joue en PVP et qu'en PVP, tout le monde est un peu sur la retenue, à part dans le grand casino des meme coins. Exactement. En vrai, c'est la thèse. Hein. Ouais. Moi, je voyais, après je répondrai, mais vos perfs depuis le début de ce cycle, parce qu'il y avait ça aussi dans ma question. En vrai, j'étais en train d'y réfléchir et je me dis, je crois que j'ai pas calculé le prix de mon wallet, enfin l'état de mon wallet, pardon, au bottom de Bitcoin, mais je pense que, grosso modo, si on compte à partir de ce bottom-là, je pense que je suis sur un x7, quelque chose de ce genre-là. Ah ouais. Mais parce que, comme disait Artem tout à l'heure, il y a les airdrops. Genre, moi, ce qui m'a sauvé de ouf dans mon... Parce que si t'enlèves les airdrops, je suis en fois... Je sais pas, genre, je suis moins que ça. Mais airdrop ZK Sync, airdrop Layer 0, airdrop Jupiter... Enfin bref, il y en a eu une quantité astronomique d'airdrops. Eigenlayer, Renzo, Aevo, Hyperliquid bientôt, j'espère. Tout ça fait que effectivement ça a fait pump mon wallet. Mais sur mes invests purs, j'ai pas été très bon sur mes plays. C'est-à-dire que comme je vous l'ai dit, de toute façon, j'ai hold le pire coin, hein, j'ai hold l'Ether depuis le départ. Donc bon, à partir de ce moment-là, je peux difficilement aller chercher des perfs. Et après sur mes plays. Je repense à l'airdrop de mec, on va pas en parler, les gars. Genre, mec, en vrai, c'est effroyable. Genre, c'est d'un niveau. Alors, il faut savoir que au moment où le airdrop de ZK Sync tombe, on est avec Lilian à l'event Proof of Talk à Paris. Et je me rappelle, t'as le checker qui tombe. Et je me rappelle, Lilian, il me dit, mec, je suis top 2% du volume de... Top 0,8%, mec. Je suis top 0,8% en termes de nombre de transacts, volume, nombre de smart contracts interagis. Je suis le top user ZK Sync. Ok, t'es le ZK Sync bro. Ok. Ouais. Et moi, je me rappelle, ZK Sync, c'est simple. Au moment où ça commençait à en parler, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis 0,1 Ether, je crois, sur la blockchain. Donc, j'ai bridge le truc. J'ai pris 2 protocoles. J'ai fait de l'ajout de liquidité Ether USDC sur les 2 protocoles et j'ai plus jamais touché. En gros, mon volume total sur la blockchain était de $300 et j'ai 15 transactions en tout sur ZK Sync. Et là, je me rappelle, on check la lock et j'ai une allocation. Non, mais mec, c'est même pas supérieur, gars. Arrête de... Non, attends, parce que c'est même pas ça. C'est qu'il prend l'équivalent de. En gros, il prend la lock, pas la lock max, mais il prend moitié de la lock max. Un truc du genre. Moi, je prends 5% de la lock max, il prend 50%. Il prend 10 fois plus que moi, mec. Grosso modo, c'est ça, il prend 10 fois plus que moi. Comment avoir foi en l'humanité? Comme l'airdrop de Paraswap. L'airdrop de Paraswap, j'ai utilisé Paraswap 4 fois. Et pareil, j'ai pris le airdrop Paraswap alors qu'il y en a plein qui se sont fait tège. Voilà. Mais mais en tout cas, les airdrops ont été cool. Mais après, sur ce que tu disais, pour revenir sur ça, Capet. Ouais, je suis. Ah non, je suis pas resté sur ZK Sync, non. Non, je suis clairement parti
J'ai clairement bougé. Alors que Zcasing, j'adore la chain, j'adore l'ADA, j'adore tout. Mais j'avoue que, en vrai, c'est méchant de dire ça parce que tu prends quand même un airdrop qui est gratuit, tu vois. Alors, j'ai dû prendre 5K dessus, un truc Ouais. comme ça, je sais plus, enfin, quelque chose du genre. Donc, je suis content. Mais effectivement, quand il y a des histoires comme celle-là, forcément, ça embête. Mais tu disais un truc, Capet, tout à l'heure, c'était, ouais, sur les liquidités, etc. Moi, Ouais. c'est ça mon play actuel, ma réflexion actuelle. C'est, comme disait Artem tout à l'heure, les fondamentaux, ça m'intéresse. On en parlait beaucoup ici ensemble, Capet et Eigenlayer. Ça m'intéresse énormément. Je trouve que c'est trop bien, machin, tout ça. J'ai mon côté fondamentaux, mais à part récemment avoir mis quelques billes sur des trucs d'interopérabilité, je détiens même pas de token Eigen alors que j'y crois. Parce que pour l'instant, je crois pas aux plays fondamentaux. Je crois au play, un play différent. Et c'est pour ça que j'apprécie un peu la thèse des memecoins. En tout cas, celle derrière qui fait qu'on a des memecoins qui perdent. C'est que, comme tu disais, bah, aujourd'hui, on a des capitaux qui sont limités. Tu regardes en 2021, tu avais beaucoup moins de projets qu'aujourd'hui. 2021, tu Ouais. avais Ether, Solana, tu avais quelques blockchains, tu n'avais pas encore toutes les layers 2, tu n'avais pas encore tous les projets dessus, et tu n'avais pas encore tous ces projets que j'appellerais Web3, c'est-à-dire Depin, IA, RWA, Ouais, ok. tout ça là. Aujourd'hui, tu multiplies par 10 le nombre de blockchains, le nombre de protocoles dessus, etc. Et tu rajoutes tous ces nouveaux protocoles Web3 qui sont arrivés, ça y est. En fait, donc tu as 10 fois plus de projets, je te dis une bêtise, et tu as pour l'instant à peu près toujours autant de liquidités. Donc tu peux pas envisager que toutes ces liquidités elles ruissellent sur tous ces projets. Il va falloir bien choisir. Du coup, ça va être plus dur ce cycle-là que le cycle précédent de faire de l'argent parce que tu as des gars qui vont investir sur des trucs, qui vont se dire c'est fondamental, c'est intéressant, je me mets dessus. Le cycle va se terminer, il va faire putain, j'ai pas pump. Parce que je pense qu'il y aura littéralement des secteurs et des projets qui vont pas pump du tout. Et donc là, actuellement, il y a ça, et tu couples à ça le fait que aujourd'hui, tous les projets qui nous intéressaient il y a 2 ans, si tu me posais des questions, je t'aurais dit Starknet, ZK-Sync, Eigenlayer, ces trucs-là. Tous ces projets, ils se lancent. Le truc, il est déjà top 50 crypto, ultra valorisé, et il y a que 10% de la supply en jeu, ce qui fait que dans 2 ans, tu vas te faire dump par des mecs qui vont recevoir des tokens. Et là, tu te dis, bah, en fait, pourquoi est-ce que j'investirais là-dessus? Le truc est déjà ultra capitalisé, etc. Enfin, il y a pas d'upside. Donc, je vais aller sur un même coin. J'ai une Donc c'est question ça, pour pour vous moi, deux. c'est ça la théorie. Et donc c'est pour ça que je comprends que les mêmes coins fonctionnent. C'est pour ça que ce serait bête pour moi, en tout cas en tant qu'investisseur, de plus croire en mes fondamentaux actuellement juste pour des plays que de croire aux mêmes coins. Bah, factuellement, le marché me donne raison pour l'instant. Et je dis pas que ce sera le cas sur le long terme, mais pour l'instant, malheureusement, parce que comme dit Artem, ce qui prévaut, c'est comment les gens perçoivent le marché. Et si le marché a envie d'aller sur un coin, il ira sur un coin. Si l'argent doit aller quelque part, il ira quelque part, fondamentaux ou pas fondamentaux. Il faut juste qu'il y ait une thèse derrière qui soit logique. Et Voilà du coup, mon play. question pour vous, est-ce que vous voyez un monde là, à moyen terme, où le top 100 est rempli de meme coins et toutes ces VC chains, ces projets DeFi, ces jetons de gouvernance, etc. se font éjecter du top 100 en fondant potentiellement? Non. Non. C'est une question assez compliquée dans le sens où j'ai l'impression que ce cycle est un peu différent dans le sens où on cherche vraiment un multiplicateur x10, x100 dès On a l'entrée toujours fait sur un ça. coin. Ouais. En fait, non, pas forcément. Non, je suis pas Les deux forcément cycles d'accord. précédents, c'était ça. Au hein. précédent cycle, au précédent cycle, ce que les gens y cherchaient, c'était beaucoup plus de fonda. Parce qu'aujourd'hui, on cherche quel est le même je qui suis va pas le plus d'accord. performer, auquel les gens Moi, vont si le je plus rentrais, s'identifier. c'était parce que je voulais au moins un x5 sur mon jeton, sinon je rentrais pas. Ouais. J'ai toujours réfléchi comme ça. Ouais, d'accord, mais ton horizon de temps n'était pas de 1 ou 2 jours. Ton horizon de temps, Non, c'était mais un bull run. alors, C'était C'est ça 3 la mois. moi, je différence. vois mon horizon de je vois ce que temps. tu veux dire, Artem, mais ce qui te motivait à aller sur un coin pour faire ton x5, x10 ou quoi, c'était un coin où il y avait des fondamentaux. C'est parce qu'à l'époque, les mêmes coins ne marchaient pas autant. Donc, Oui. la motivation, c'était pas c'est le même coin qui va Ouais. marcher, c'était juste c'est le projet qui rentre le plus dans les fondamentaux et qui va marcher. Maintenant, il y avait quand même des shitcoins, parce qu'aujourd'hui, on appelle ça des mêmes coins, mais on appelait ça des shitcoins à l'époque. Hein. Je me souviens sur Avalanche Phantom et tout, le nombre de shitcoins que j'ai acheté, voilà, c'était juste des low cap en fait, des very low cap. Donc il y avait ça aussi, mais juste ça marchait un peu moins bien. Ouais. Mais en fait, moi, je me rappelle, le cycle précédent, tu avais quand même Bitcoin, Ether qui performaient. Ensuite, tu avais ce que j'appelle les coins dinosaures. C'est du Cardano, BCH, Algorand, Des Layer 1 tous les All tokens Gen. qui étaient un peu... ouais, voilà, c'est ça. Donc, en fait, tu avais tout ça qui performait. Ensuite, tu avais un peu de la DeFi, tu avais un peu tous les trucs là qui performaient. Et ensuite, tu avais de nouveau le Bitcoin, Ether, enfin la deuxième jambe du cycle haussier. Quoi. Et ensuite, tu avais tous les low cap qui performaient. Quand tu regardes, la plupart des gens, ils cherchent à rentrer sur les low cap dès le début. Il n'y a pas vraiment de rotation de Bitcoin vers Ether, vers les mêmes coins. Les gens, ils se ruent sur les mêmes coins directement. Parce qu'ils disent, bah, c'est mon meilleur moyen de faire un x1000,
devenir millionnaire en mettant $10. Tu vois. Je trouve que cette dynamique-là, dans ce cycle-là, elle est un peu néfaste dans le sens où ça devient vraiment, mais vraiment un casino. Autant au précédent cycle, on aurait pu dire, ouais, ok, je rentre sur un coin pour faire un x5, mais encore une fois, ton horizon de temps, ce n'était pas genre 24 heures, tu vois, pour faire ton x100. C'était des mois ou à la fin du cycle, j'en sais rien, tu vois. Mais c'est un peu commencé avec les NFT. Au précédent cycle, en tout ça cas. Ça a commencé avec les NFT. Et après les ordinals, c'est après les runes, c'était... T'as une communauté, t'as des gens qui vont brander tous leurs réseaux sociaux de la communauté, qui vont retweeter tous les posts, qui vont interagir sur tous les posts. On sait que le sous-jacent, il est puant, parce que quasi intégralement, c'était des photos qui puent la merde, pour se le dire. Mais les gars se lavaient le cerveau entre eux, et ça donnait quelque chose jusqu'à que ça marche plus. Et là, c'est pareil, c'est pourquoi tu mises sur un meme coin, c'est soit parce qu'il est dans le bac de Mourad, soit parce qu'il y a une bête de communauté et qu'il y a des memes qui sont bons, qui sont postés. C'est pour ça que tu investis sur un meme coin. Ouais. Mais moi, pour répondre à ta question... Par contre, c'est assez drôle. Vas-y, Artem. Vas-y. Ok. En gros, moi je trouve qu'on a rien appris des cycles précédents par rapport au culte de personnalité qu'on avait au cycle précédent. Au cycle précédent, c'était Three Arrows Capital, c'était Doc One, c'était tous les mecs-là. Ce cycle-là, c'est on va retrouver du Mourad, on va retrouver Sizi, on va retrouver tous ces mecs-là. Les gens, ils in sans réflexir parce qu'ils voient que le gars, il a fait un énorme multiplicateur. Mais c'est normal, mec. Tu regardes Ansem. T'as un mec qui te rend riche, tu le vénères. Regarde, voilà. SBF, avant qu'FTX crash, tout le monde lui suçait la bite, gros. Vitalik, on peut dire, ouais, Vitalik, mais Ethereum a rendu tellement de gens riches, mec. Forcément que les gens, ils sucent la bite de Vitalik. Est-ce qu'on peut parler Moi, je voulais juste répondre, parce qu'il y a quelqu'un qui a dit... tac. Bah, j'ai perdu son message. Mais, je suis pas en d'accord, gros, machin. Ouais, voilà, il y avait ça. Du coup, moi, je suis d'accord avec la personne qui met ce message. C'est-à-dire qu'on a toujours voulu chercher les gros multiplicateurs. Ça a toujours été le cas, juste. Et c'était ça la thèse de ce que je disais, c'est qu'avant, grosso modo, quand tu arrivais au bull run, t'avais un nouveau qui arrivait, il allait suivre un peu les fondamentaux, parce que c'était ça qui drivait le marché quand même. C'est-à-dire que quand moi j'ai investi sur Matic, je me suis dit, les gars, il y a le problème sur Ethereum, je vais prendre une layer 2 qui va permettre de résoudre ce problème-là, et ça pump parce que c'est ça qui l'a fait pump, tu vois. Plus que les autres, on va dire. Mais à ce moment-là, tout pumpait, donc grosso modo, même si tu tapais à côté, à un moment donné, ça allait pumper quand même. Là, aujourd'hui, c'est différent. Et qu'est-ce que je voulais dire après ça? C'était... Ah oui, c'est parce que ta question de base, c'était est-ce qu'on pense que les mêmes coins vont envahir le top 100? Moi, je suis pas convaincu de ça, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que déjà, on commence à sentir des trucs. C'est quand tu vois que Scroll se lance avec une fully diluted value qui est inférieure au prix d'entrée des VC. Déjà, premièrement, ça témoigne du fait que ça y est, la commu, les investisseurs, en fait, parce que c'est nous, grosso modo, c'est le retail, qui drive quand même plus ou moins la direction. Et parce que le retail a décidé que Scroll ne valait pas ce que le VC avait décidé que Scroll valait, tant pis, on te liste pas à ce prix-là et le VC perd. Et en fait, on commence à avoir un peu, on dégonfle en fait le cœur du problème qui est, les gars, on veut enrichir des VC, nous on va pas les enrichir, on va aller ailleurs. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on n'est pas au même stade du bull run que ce dont on est en train de parler, où il y a tout qui pète, etc. On n'est pas encore à ce stade-là, et on ne sait pas d'ailleurs s'il arrivera. Là, on est au stade actuellement où, grosso modo, tu regardes, on est les mêmes personnes qu'il y a 2 ans, moins tous ceux qui ont voulu partir, mais pas de nouveaux quasiment. Et on est juste entre nous et on se fait chier, donc forcément, on va se taper les uns sur les autres pour aller faire le plus de thunes. Et maintenant, si tu te poses la question on dit les gens vont sur les mêmes coins, moi, j'aimerais bien avoir la stat du nombre de gens qui va vraiment sur les mêmes coins sur Solana et qui se tapent. Il n'y en a pas tant que ça en vérité. On regarde faire, mais il n'y en a pas énormément. Et après, mais justement, la thèse, c'est que les gens deviennent de plus en plus nombreux à le faire. Voilà, et du coup, pour moi, c'est là le dernier point de mon truc, c'est comme les ICO, comme les NFT, on va arriver bientôt au climax de ce casino géant. Quand je dis bientôt, ça peut être dans 6 mois, me tapez pas dessus si dans 6 mois c'est encore là. Mais on arrivera plus ou moins bientôt à ça, c'est-à-dire que, comme disait Artem, ça y est, Mourad, c'est devenu le dieu des mêmes coins. On commence à avoir toutes les cases qui se cochent. On a de plus en plus de gens qui vont dessus. Et donc, pour moi, on va bientôt arriver au moment où, ça y est, en fait, les gens, ils en auront marre. Parce que ça va se professionnaliser ce secteur. Et ça se professionnalise là. Il y a quelqu'un dans le chat qui a dit un truc très intéressant, c'est que maintenant, on va plus remplir les poches des VC, on va remplir les poches des influx et des conglomérats d'influx qui shieldent des mêmes coins. Du coup, c'est ça. Pour moi, c'est la même chose. C'est qu'aujourd'hui, c'est eux qui en prennent plein les poches. Et quand les gens en auront marre de pas réussir à faire leur thune, voilà. Grosso modo, ce sera ça.
Ah ouais. Du coup, bon, on est sur un. Je t'ai pris 2 minutes. T'es pris 2 Pardon, mais minutes. ça, j'étais plus focus là, je voyais ça. T'inquiète. Bon, j'ai encore noté plein de trucs. On se refera des émissions. De toute façon, n'hésitez pas à me dire si vous voulez faire. Moi, j'aimerais quand même qu'on prenne le temps de parler de Hawk Research rapidement, histoire qu'on ait une émission qui est bien compacte. Hawk Research, du coup, un projet que vous avez lancé récemment. Qu'est-ce que c'est, rapidement? Vous visez qui? Quel est votre business model? Vous êtes combien? Ouais. Alors, je pense, pour remonter au début Ouais. de Hawk, enfin de Hawk Research, ça remonte à Noël dernier. En réalité, c'est la première fois qu'on a commencé à discuter de ce qu'on envisageait de faire. Et en fait, avec les lions, on s'est rencontrés dans la crypto, on est devenus ultra potes, on s'est vu plein de fois un peu à tous les événements. On se voyait un peu en dehors des événements aussi. Ça veut dire que, genre, on allait prendre des bières ensemble, genre, on se captait à des soirées, des choses comme ça. Et en fait, on avait un peu ce côté où au-delà du côté professionnel, on est collègues, on est dans le même milieu, etc. En fait, on matchait bien ensemble sur le côté vision du marché, un peu comment est-ce que nous, on voyait le marché évoluer et surtout le marché des médias, parce que du coup, Hawk, ça existait. Hawk, ça a toujours été un média. On était sur Insta de base, ensuite on allait sur Twitter, vraiment côté crypto, etc. Et au final, on avait commencé à sortir nos dossiers de recherche. C'est ce qui avait fait notre force à l'époque. C'était de sortir ces dossiers où on allait vraiment en profondeur. C'est plusieurs dizaines de pages pour vous donner une envie de s'intéresser au marché, aller beaucoup plus loin. Et au final, c'était les contenus qui marchaient le mieux. C'est les contenus qui plaisaient le plus et c'est les contenus que les gens ne retrouvaient pas forcément dans l'écosystème français. Et de là a commencé la réflexion de est-ce qu'il n'y a pas un truc à faire sur ce secteur-là, sur le secteur plus de recherche, de publication, de rapports, toutes ces choses-là. Et donc, on a commencé à concrétiser ça au mois de mars, je crois. On commençait à sérieusement en parler, c'est-à-dire vers où on voulait aller, ce qu'on voulait faire, comment est-ce qu'on allait approcher ça, etc. Et ensuite a commencé le développement du site. Et là, pareil, c'était définir les contenus qu'on voulait partager, quels étaient les contenus les plus importants selon notre vision de ce qu'on voulait produire, comment est-ce qu'on allait s'organiser, comment est-ce qu'on allait, on allait proposer réellement de la valeur et ne pas se perdre et ne pas proposer un énième média, parce qu'aujourd'hui, ce que les médias français sont bien, mais en fait, nous, avec Hawk, enfin moi en tant que Hawk à l'époque, et les liens étaient chez Cryptost, moi ce que je voyais c'est que nous on se perdait dans la masse et que c'était pas quelque chose de viable. Et en fait, donc on a fermé cette branche crypto de Hawk. Donc ça aussi, je pense que c'est important à préciser que Hawk Research n'est pas juste une extension de Hawk. C'est un nouveau projet, c'est un projet qui n'a pas forcément quelque chose à voir avec Hawk avant, mais c'est juste une suite de constats, de compréhension de marché, de lecture de ce qui se fait et de ce qui ne se fait pas, qui nous a amené à ça. Ok. Aujourd'hui, donc, on est dans la core team. Tu vas retrouver la core team de Hawk, donc Grégoire, Axel, Greg et moi. 2 fois Grégoire, du coup. 5 personnes. On va retrouver les liens. Non, mais il a juste dit 2 fois Grégoire. Il a dit 2 fois Greg, ok. Il y a Greg et Grégoire. Ah oui, pardon. Grégoire, Axel, Greg et moi. Tu l'as redit une deuxième fois, vraiment, ensuite, mais t'as tu du vas mal. avoir les liens. T'inquiète. Grégoire, c'est bon, Axel 4 personnes. et moi. Grégoire, Axel et moi, voilà. On est 3. Ensuite, il y a Lilian qui nous a rejoint pour former cette chose-là. Non, rien. Mais en fait, du coup, il y a 3 personnes et tu m'en as cité 5. C'est un truc de ouf, ok. Grégoire, Axel, Lilian Voilà. et moi, la core team. Ensuite, à côté de ça, on a 2 devs qui bossent sur le projet. Et ensuite, on a des core contributeurs qui sont des personnes qu'on sollicite à des moments où c'est important. J'ai vu Ah, mec, Critique. Les gars dans le chat me font rire. c'est tout. Ouais, c'est Greg. Du coup, il y a Critique. Ah mec, les gars, ça fait littéralement 2 semaines que Non, je mais- dors 2 heures par nuit, donc... Ah, t'es un malade. Moi, je m'envoie des grands 9-10 heures. Mais ouais, mais mec, Attends, on n'a ici. pas le temps, là. Ah ouais, moi je dors pas beaucoup. Mais donc, j'ai une personne qui disait est-ce qu'on ferme la branche crypto de Hawk? En fait, sur Hawk, ça continue sur Insta en tant que média Généraliste, ouais. pour les jeunes. On parle beaucoup de crypto, mais aujourd'hui, le côté on rentre vraiment en profondeur dans la crypto. En fait, ça va se traduire dans le contenu qu'on va produire pour Hawk Research. Parce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui a beaucoup plus de sens. C'est quelque chose où on n'est plus associé à un compte. Parce que, en fait, quand tu regardais, tu avais le compte Insta de Hawk et tu avais notre Twitter. Il n'y a rien à voir entre les deux.
C'est vraiment, Ok. c'est vraiment quelque chose qui était très différent et pour nous, ça n'avait pas de sens de continuer sur un truc où tu dois adapter ton discours en fonction de à qui tu vas parler, quel sujet tu vas aborder, etc. Donc, on a créé cette nouvelle chose avec les liens, cette nouvelle plateforme qui d'ailleurs est le premier site qu'on dev depuis le début de Ouais. tout ce qu'on a Alors, pu on l'a pas lancer dev, auparavant mais et qui représente notre vision du marché. Et en fait, le constat, il était aussi assez simple pour moi, qui suis un grand consommateur de contenu comme Messari, Blockworks, toutes les choses-là. Je voyais la qualité qui ne faisait que baisser et le fait que ça ne venait que des États-Unis. Ce sont des plateformes qui sont majoritairement américaines, qui ont de gros investisseurs, qui sont juste des usines en fait de production qui deviennent un fourre-tout aussi. Et entre la première fois où j'ai pris l'abonnement Messari, c'est-à-dire il y a 3 ans, et aujourd'hui, je ne retrouve plus la même quantité, je ne retrouve plus les explications que je cherche, je ne retrouve Je plus suis d'accord. ce que je recherchais Ils sont au dans charbon ces maintenant, mais ça abonnements-là. arrive, ouais. Et Tu donc trouves plus aujourd'hui, trop de c'est... perles dessus. Tu sais même pas pourquoi tu payes des fois. Ouais, et la dernière chose aussi, c'est que le contenu phare de Messari, c'était le rapport de fin d'année. Le rapport de fin d'année qui était rédigé par Ryan Selkis, qui s'en formait pendant 2 mois chez lui et qui écrivait. Ryan Selkis, qui est l'ancien CEO de Messari. Quand tu regardes aujourd'hui, Ryan Selkis s'est fait virer de Il est Messari parce pro-Trump, ouais. qu'il est totalement parti. Ouais, il est pro-Trump, mais au-delà de ça, il a commencé à avoir des propos qui étaient vraiment forts sur Twitter et forts pas dans le bon sens. Dans le sens où il disait que les gens qui rigolaient de l'assassinat de Trump méritaient de mourir. Et tu vois, toutes ces choses-là, il s'est fait dégager de Messari. Donc cette année, est-ce que le rapport de Messari va avoir lieu? Est-ce que ils vont retrouver la même image qu'ils avaient auparavant? Ça, je ne sais pas, si ce sera le cas. L'idée avec Oak Research, c'est aussi, en tout cas de mon côté, c'est d'essayer d'offrir le contenu que moi j'aurais recherché dans ce genre de plateforme. C'est-à-dire, tu vas avoir de la data, tu vas avoir de la recherche, tu vas avoir des analyses, tu vas parler des tendances, mais tu ne vas pas en parler en tant qu'actu. Typiquement, demain, Donald Trump achète un burger avec du Bitcoin, on va pas l'aborder parce que c'est pas quelque chose qui nous intéresse. Par contre, on va voir les L1 qui ont le mieux performé, les L2 qui se sont lancés, la construction de ces L2 sur le côté tech, les grandes tendances du marché, c'est-à-dire que par exemple l'euro-staking, qui sont les gros acteurs du restaking. Quand tu vas avoir des analyses beaucoup plus poussées aussi sur des features de protocole. Ça veut dire que, par exemple, tu vas avoir Uniswap qui sort la Unichain. À ce moment-là, on produira un article. Ouais. C'est quelque chose que nous, on a Et votre envie de business transmettre en model tout cas. là-dedans, les gens doivent payer, c'est gratuit. Comment vous retombez sur vos pieds? Alors, aujourd'hui, la plateforme est gratuite. Donc, aujourd'hui, la version que nous sortons, c'est la V0.5, comme on dit. Ça veut dire que on va avoir le premier jet de data, le premier jet d'analyse et toutes ces choses-là. La V2, enfin la V1 plutôt, devrait arriver en 2025. On ne sait pas encore quand. J'ai pas envie de donner de date parce que Là, en crypto, je vais me faire démonter tu par les peux. devs Donc, ensuite. si tu donnes une date, tu peux rajouter 6 mois à 2 ans, normalement. C'est la règle. Ouais, non, mais en 2025, on aura une nouvelle version de la plateforme. Il y aura beaucoup plus de choses qui seront accessibles. Mais ensuite, il faut comprendre que ce genre de plateforme a un énorme coût. Ça veut dire que tu as un coût de dev, un coût de maintien, un Bienvenue. coût de serveur, un coût de data, parce que les data, tu les payes. Ensuite, les personnes qui contribuent à la recherche sur cette plateforme-là, pareil, il faut les payer. À côté de ça, c'est juste l'argent qui va être mis dans la plateforme-là, il faut qu'on s'y retrouve. Donc aujourd'hui, on va couvrir l'essentiel. Ça veut dire qu'on va couvrir les rapports sur les L1, les rapports sur les L2, ce genre de choses. On va couvrir la tech de certains produits. On va couvrir Ethereum, on va couvrir Bitcoin. Ce sont les projets que nous, on a envie de couvrir aujourd'hui. Ensuite, tu vas avoir la première rémunération, c'est la rémunération des projets. La rémunération des projets, ça ne veut pas dire un sponsoring. Je préfère le préciser avant que les gens commencent à me tomber dessus. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'un projet nous paye? Ça veut dire que nous, on va suivre leur évolution. Ça veut dire qu'on va prendre leur data, on va rédiger un rapport qui est compréhensif sur concrètement qu'est-ce qui s'est passé avec leur data, comment est-ce qu'on peut l'interpréter. On va faire les mappings d'écosystèmes, on va analyser réellement les choses de manière totalement impartiale. Ça veut dire que le projet n'a pas le droit de regard sur le contenu qu'on produit. Le projet nous paye pour qu'on suive l'évolution de son actualité, qu'on suive l'évolution de son écosystème, mais n'a pas le droit de regard sur les contenus que nous allons sortir par la suite. Ça nous permet de couvrir l'écosystème, ça nous permet d'avoir plus de rapports et ça nous permet de rédiger plus de contenu. Dans un second temps, c'est quelque chose qu'on est en train d'évaluer, c'est est-ce qu'il y a une partie des rapports qui restera gratuite, donc les rapports par exemple
qui sont financés par les projets sur leur évolution, ceux-là resteront gratuits tout le temps, en tout cas pour moi. Mais ensuite, les autres rapports qui vont avoir lieu, qui ne sont pas du tout rémunérés, ça veut dire que c'est nous qui prenons de notre temps pour les rédiger. C'est quelque chose que nous, on est en train de regarder et on est en train d'évaluer pour la V1. De toute façon, l'idée de construire cette plateforme-là, c'est de la construire avec la communauté. C'est de la construire avec les projets avec lesquels on travaille. Parce qu'aujourd'hui, il y a en fait un énorme gap entre ce qu'on appelle la communauté ou les investisseurs, si tu peux l'entendre comme ça, et de l'autre côté, les porteurs de projets. Parce qu'en fait, les deux, ils ne se parlent quasi jamais, à part en space de temps en temps. C'est de créer une discussion, c'est de créer une plateforme où on arrive à bridger ce gap entre les deux parties prenantes. C'est quelque chose que nous, on cherche à faire. C'est quelque chose que nous, on a par exemple envie que lorsqu'on rédige un rapport sur un écosystème ou sur un projet, que le projet puisse l'envoyer à sa communauté en disant bah voilà ce que Oak Research a fait. Pour dire bah voilà, si vous n'avez rien suivi de ce que nous, on a fait, vous pouvez consulter cet article-là. Parce que cet article-là sera impartial, il sera basé sur de la data, il sera basé sur de la tech, et on ne va pas prendre... Et vous restez francophone ou vous avez une vision à terme Ah bah alors, si tu retournes sur la plateforme, tous les contenus sont disponibles en français et en anglais déjà. Okay. Ça veut dire que absolument tous les rapports, absolument toutes les datas, toutes les pages sont disponibles dans les deux langues. Déjà, ça, c'est notre engagement dès le début. Ça veut dire que dès le début, il va y avoir les deux langues. Et par la suite, pourquoi pas en rajouter d'autres. Il y avait des questions, je pense, sur les gens au niveau du sponsoring et tout, pour le business model. En fait, juste, moi, je voulais faire une petite parenthèse sur ça, parce que quand même, moi, je viens du média pur, comme Coin Academy, hein, Cryptost, en vérité, c'est le même genre de média, et dans ma vision à moi, ça n'est pas une vision où je dis ce que fait Coin Academy ou ce que fait Cryptost, ce que je faisais avant, ça n'est pas bien ou c'est moins bien ou quoi que ce soit, ça n'est pas ça du tout. C'est que moi, ma vision, elle est simple, c'est on est dans un écosystème, une industrie qui se professionnalise énormément, et on a besoin aussi de suivre la progression de l'écosystème. Et en fait, quand on fait de l'actualité sur Cryptost ou quand vous faites de l'actualité sur Coin Academy, ça bénéficie à plein de gens. Moi, je connais plein de potes qui, grosso modo, vont passer 5 minutes, 10 minutes dans le métro le soir et ils vont lire les dernières actus, tu vois. Mais eux ne vont pas être intéressés par ce que nous, on va faire avec Oak Research. Maintenant, il y a d'autres gens, d'autres profils d'investisseurs, et probablement parmi les gens qui nous écoutent ce soir, s'ils sont là, c'est qu'ils ont un peu plus d'intérêt. Eux vont avoir envie d'avoir accès à des trucs un tout petit peu plus, data-orientés, professionnels, etc. Nous, en gros, on veut juste faire des contenus qui sont, qui ressemblent plus au type de contenu que tu peux avoir dans la finance ou chez Messari, Delphi Digital, ce genre de choses. Ouais. Après, il y avait un autre point de vue aujourd'hui, c'est que tout ça, c'est centré aux États-Unis. Il n'y a rien en France aujourd'hui qui fait ça quasiment. Vous, comme moi à l'époque, on fait aussi un peu de fonda et tout. Mais vraiment, une plateforme comme ça qui centralise de la data, de la recherche et de l'analyse en français, il n'y en a pas. Et aujourd'hui, c'est très cher ce qu'il y a aux États-Unis. Et en fait, ça fait que c'est super dur pour les investisseurs français d'avoir accès à ça. Donc voilà, ça c'était mon leitmotiv. Il y en avait plein d'autres qui m'ont motivé à partir là-dedans, mais voilà. Et du coup, sur les sponsors après derrière, aujourd'hui, on ne veut pas rendre la plateforme dans un premier temps payante. Donc comment tu te payes? La plateforme, elle nous a coûté 5 chiffres à Dev. C'est cher. L'argent, il sort pas de nulle part. Donc, forcément, tu dois trouver des partenariats. Mais moi, ce que j'aime, c'est que quand tu bosses dans un média un peu plus tradit, tu vas devoir faire des partenariats avec des plateformes d'échange de crypto plus ou moins intéressantes, avec des mecs qui te vendent des wallets plus ou moins intéressants, avec des projets qui vendent des NFT, qui vendent des tokens, qui vendent des trucs plus ou moins intéressants. Mais tu es obligé, tu vois, de te spécialiser, d'ouvrir tes trucs. Nous, quand on parle de sponsoring ou de partenariat avec des projets, on va pas faire des partenariats avec des plateformes puisqu'on n'a rien à vendre. On va pas attirer des gens vers ça. En fait, les partenariats qu'on fait, ça va être avec des projets crypto. Et quand on parle de projets crypto, c'est des projets d'infra, donc Pit Network, ça va être Solana, ça va être des projets comme ça qui, eux, sont des projets qui ont des métriques financières et des métriques on-chain. En fait, ils veulent juste qu'on apporte de la transparence aux investisseurs sur ça. Donc, on vient de dire, voilà, les gars, vous avez tant d'users, vous avez tant de nouveaux projets, vous avez tant de trucs dans votre... Et nous, on est factuel, en fait. C'est pour ça que c'est pas un sponsoring où on va brosser ces gens-là, puisque dans tous les cas, ça ne sert à rien qu'on le fasse, puisqu'on fait de la data. Et si dans mon partenariat avec, je te prends un exemple, Solana dump énormément, il y a moins 50% d'users sur la chain demain,
Eh ben, malheureusement, Solana, ils vont pas me dire, ah non, tu vas pas dire ça. Bah, j'ai pas le choix, mon grand, Ouais. c'est de la data. Ok. Donc voilà, c'était ça toute J'ai une l'idée. dernière question pour terminer, parce que ça va faire une belle émission. Quand vous faites un rapport, j'ai vu Pete Network, vous avez annoncé un partenariat. Vous travaillez comment? C'est-à-dire, vous prenez tout ce qu'il y a sur Internet et vous leur posez des petites questions et ils vous répondent, ou il y a un vrai flux tendu d'échange d'informations tout de même? Ouais, bah là, moi, je vais te répondre parce que Alors c'est moi ça, qui. c'est quelque Ouais, chose que nous, on a... Ouais, en fait, moi, je te laisse répondre par rapport à Pete et je répondrai par rapport à la vision que moi j'ai pour la suite. En fait, pour te répondre, avec les projets, parce qu'il y en a d'autres qu'on n'a pas encore annoncés qui viendront et avec lesquels c'est le cas aussi. Moi, premièrement, ce qui se passe, c'est que je vais évidemment dig énormément. Je vais rentrer dans la doc. Je vais demander aussi au projet si je peux accéder à d'autres types de docs qui sont pas forcément publics. Et grosso modo, ce qui se passe, c'est que je vais bouffer la doc pendant une journée. Mais ça, j'aime bien le faire, donc il n'y a pas de souci. Ensuite, moi, j'échange énormément avec les projets en leur disant, est-ce que ça, tu peux me dire, en gros, est-ce que ça, est-ce que t'as des explications à me donner là-dessus? Pourquoi est-ce que vous avez fait ça comme ça? Enfin, j'essaie de comprendre, en gros. Donc, je discute avec beaucoup de gens. On a des discussions ouvertes. Et tu vois, encore avant-hier soir, j'ai discuté jusqu'à très tard le soir avec un porteur de projet, un dev sur un des projets où j'analysais leur tech, tu vois. Donc, il y a beaucoup ces échanges-là. Et aussi, on aimerait échanger avec d'autres membres de la communauté pour avoir en fait un maximum, une vision la plus globale possible. Mais le but, c'est qu'effectivement, le rendu final soit un rendu où, grosso modo, on sorte l'article le plus tech possible et le plus poussé sur ça. C'est ma volonté, évidemment. Après, je ne dis pas que j'y arriverai. Mais oui, il y a une discussion qui est vraiment... C'est un échange avec eux. Ils nous apportent autant qu'on leur apporte parce que on apprend énormément et on a besoin d'avoir beaucoup d'infos de leur part pour pouvoir la retranscrire au mieux. Et du coup, moi, ce que je voulais juste rajouter par rapport à ça, c'est dans la lignée de ce que j'ai dit juste avant. Hein. C'est l'histoire de combler le gap entre les investisseurs et les projets eux-mêmes. On aimerait, idéalement, avoir un interlocuteur par blockchain, par projet, à qui on peut envoyer des questions, à qui on peut envoyer des suggestions même de la part de la communauté que nous, on va avoir par la suite, pour en fait combler ce gap. L'idée, c'est, lorsque nous, on ne comprend pas quelque chose, parce que oui, ça arrive aussi, bah, c'est de pouvoir poser la question. C'est aussi ne pas écrire n'importe quoi ou de ne pas omettre une chose, c'est de poser ces questions-là. À côté de ça, par exemple, Lilian a donné un exemple de Solana. Imaginons demain, il y a moins 50% de users, le truc il dump, etc. C'est pouvoir envoyer un message à l'équipe derrière le projet et dire concrètement, vous allez faire quoi pour remédier à ça. Parce que là, par exemple, il y a tout qui va à zéro. Genre, c'est quoi vos prochains steps? Et pouvoir être cette voix aussi pour le projet, entre guillemets, c'est de ne pas juste dire, ah ben, on va injecter, on va faire un programme d'incentive ou je ne sais quoi. C'est de dire, OK, là, vous êtes dans la merde. C'est quoi les prochaines steps? Comment est-ce que vous allez corriger ça? Est-ce que ça va être embaucher des équipes ou au contraire virer des équipes? Et pouvoir, en fait, parce que encore une fois, aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on voit tout le temps, c'est les médias américains vont toujours avoir la priorité sur les informations. Par exemple, 30% de layoff, ce genre de choses. On aimerait devenir cette voie-là aussi. On aimerait pouvoir communiquer sur ce genre de choses. On aimerait pouvoir réagir ultra rapidement. Mais encore une fois, pour ça, on a besoin de moyens, on a besoin de personnes et on a besoin de contacts des projets. Et c'est ça le plus dur parce qu'aujourd'hui, tu approches un projet, tu dis bonjour, j'aimerais faire une plateforme assez sympa pour les gens en Europe. Ils vont te dire, bah, tu as combien de users, tu as combien d'utilisateurs, c'est quoi ton reach, quels sont les canaux de distribution, qu'est-ce que je peux dire, qu'est-ce que je peux ne pas dire, etc. Aujourd'hui, les projets avec lesquels on est en partenariat, ce sont les projets que nous avons approchés. Aujourd'hui, il n'y a aucun projet qui nous a approchés pour être sur la plateforme. Et ça, je pense que dans un premier temps, ça va rester comme ça. Ensuite, s'il y a un projet avec lequel on aurait dans tous les cas aimé travailler, qui nous approche, à ce moment-là, il y a une discussion qui se crée. Mais aujourd'hui, on fonctionne en fonction de la communauté, on fonctionne en fonction des gens avec qui on parle, on fonctionne en fonction des tendances des marchés. C'est ça qui va être le plus important. Le dernier, C'est d'apporter cette solution-là qui est neutre, qui est indépendante et qui permet aux gens de s'informer et de prendre des décisions par la suite. Un truc, Moi, c'est ça les visions que moi j'ai pour Hawk Research. Et c'est aussi le fait de se dire, on ne va pas uniquement faire intervenir les gens qui vont écrire chez nous. Par exemple, les core contributeurs de Hawk aujourd'hui font tous quelque chose à côté. Et nous, l'objectif, c'est de continuer à faire ça. Si le gars est pertinent, pourquoi est-ce qu'il ne pourrait pas intervenir chez nous? Pourquoi est-ce qu'il ne pourrait pas contribuer au développement de l'écosystème? S'il est passionné par un écosystème, ce sera lui qui connaîtra le mieux ce qui se passe dans cet écosystème-là. C'est aussi l'objectif de ce que nous, on a envie de proposer par la suite. Et je vois qu'il y a des gens qui parlaient de... Effectivement, en fait, il y a des gens qui disaient, si moi je vois que c'est sponsor, je quitte tout de suite. Après, voilà, ça dépend si tu es sponsor sur des trucs un peu pourris ou si tu es sponsor sur... évidemment, si c'est Solana qui te sponsor,
Bon, bah voilà, ça dépend. Après, in fine, dans la vision aussi qu'on a avec Oak Research, c'est que quand tu fais du contenu où il y a de la plus-value, factuellement, cette plus-value, elle a une valeur aussi pour l'investisseur. Et moi, je suis convaincu qu'on peut réussir à trouver un modèle dans lequel, si tu fais du contenu suffisamment intéressant, suffisamment régulièrement, qui apporte quelque chose aux gens, ben, ils peuvent payer pour y accéder, si ça n'est pas juste ouvrir des contenus. C'est-à-dire s'ils ont accès à autre chose, des fonctionnalités. Tu vois, les gens parlent du terminal Bloomberg, c'est pour ça que je pense à ça. Le terminal Bloomberg, tu as un agrégateur de news, tu as de la data, tu as des contenus propres à eux, tu as des trucs. Bon, c'est 30 cas par an, voilà. Mais effectivement, tu peux avoir avec cette plateforme qu'on veut construire, en fait, l'idée, c'est qu'à la fin, on puisse ajouter de la data, on puisse ajouter des infos exclusives, des agrégateurs de news, peu importe ce qu'on veut ajouter dessus, en faire un truc où chaque utilisateur pourra avoir accès à plein de choses ultra intéressantes. Et ça a de la valeur financière. Et évidemment, il y aura potentiellement un jour ou l'autre une question d'abonnement ou de trucs comme ça. Mais dans l'état actuel des choses, dans le site tel que vous le voyez maintenant, il n'y a pas d'abonnement. Bah écoute, je pense qu'on peut terminer l'émission là-dessus. Je réponds juste à ce message pour vous, pour les médias aussi. Il y a un gros public français quand même, déjà d'une part. Et les Français font quand même un certain volume dans les exchanges. Donc ça va dépendre du projet. La France n'est pas une langue que tu fades. Après, effectivement, c'est plus compliqué parce que tu sais que l'anglophone, bah, c'est la clé de voûte pour toucher à peu près tout le monde. Mais la France, c'est pas quelque chose que tu fades. Donc, c'est adapté en fonction des projets. Bon, bah, la PIT, en l'occurrence, vous avez aussi des francophones dans l'équipe, donc ça facilite déjà les échanges. Vous avez cette proximité historique avec eux. Et je tenais à vous remercier du coup pour cette émission qui est pas mal, que je propagerai peut-être sur YouTube. Dans tous les cas, on est quasiment 30 000 sur Twitch, donc n'hésitez pas à vous abonner. Il m'en reste moins de 10 pour avoir les fameux 30 000 abonnés. Et pour ce qui est de YouTube, si vous nous écoutez sur YouTube, on est quasiment aux 7 000 abonnés. Donc j'aimerais bien les atteindre d'ici décembre. Merci beaucoup Artem, merci beaucoup Lydien. Je mets vos liens en description. Merci Capet. Quand même, parce que je voulais te remercier et dire que conclure sur ce truc-là de vraiment que les gens comprennent aussi. On a vraiment la chance en France d'avoir un écosystème de médias qui certes n'est pas aussi important que celui des US, mais on est probablement les deuxièmes meilleurs en termes de paysage médiatique en crypto. Et avec Coin Academy, vous en faites partie. Et voilà, en vrai, on a quand même énormément de chance aujourd'hui en France d'avoir, grâce au travail que vous faites, au travail que tu fais sur YouTube et tout, d'avoir accès à de l'information comme ça. Donc voilà, je te remercie à toi, je te remercie de nous avoir donné la parole aussi. Moi, j'ai passé un très bon live. Et puis voilà, quoi. Merci à tous ceux qui étaient là. Moi aussi. Je vais aller boire des bières. Super. Bah moi, je m'en suis inquiété 1h30 avant de faire cette émission et ça s'est pas vu normalement. Ah, bravo. Ah bah. Bon, j'ai des potes qui sont passés. Et puis, bah moi, ça va plutôt être Black Ops 6, je pense. On va pas se mentir. Hein. Voilà. Et oui, on va aller chercher ce Prestige 9. Hein. Non, mais j'ai bien, les gars. Du coup, tu relances un live pour Black Ops. Je sais pas. Allez, en tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup, l'équipe. Ciao. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner. Merci à tous d'avoir été là. Niveau contenu. Donc, quand vous avez des idées, moi, j'ai encore plein de questions à vous poser pour d'autres émissions. Donc, quand vous voulez enchaîner, les gars, n'hésitez pas. Avec plaisir. Ciao. Avec plaisir. Et peut-être juste pour les mecs qui demandent le lien, c'est oakresearch.io. Voilà. Sinon, c'est notre Twitter, vous l'avez. Allez, en description, si ça part sur YouTube. Passez une bonne journée, une bonne soirée. Ciao tout le monde. Merci encore.